matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 80e épisode des Sommeliers de la lutte. Yeah! Un épisode où on va faire un review ainsi que parler des highlights de All Out 2024 Ah ouais? All Elite Wrestling. Je suis Max Supérieur et je suis en compagnie du non pas malade Pierre Gaston-Gay. Comment ça va, Pierre? Pas très bien, j'ai commencé ma saison de technicien au Comedy Club, le Foutoir à Terrebonne. Hier, c'était ma première soirée de la saison. Je vais être là 1 à 2 fois par semaine. J'ai vu le bon Mathieu Cyr qui va faire un rodage de son prochain spectacle avec le bon Steven Bilodeau en première partie. Fait que ma saison est partie. Elle est décollée. On va être occupé dans les prochaines semaines, mais c'est parfait. J'aime ça. C'est vraiment le fun, le Foutoir. C'est une belle salle. Je pense que t'as déjà été, Max. T'as déjà été bien dans... été. T'as Comme, un bon feel de public. Autre que le bordel, là, c'est une des belles salles où tu sens que t'es collé quand même sur la foule puis tu sens bien l'énergie de tout le monde. Là, ouais, mais il rentre peut-être 80 personnes, mais 80 personnes qui rient fort, souvent c'est très le fun pour casser, pour tester des blagues, pour roder, comme on dit dans la business. C'est l'idéal, vraiment. Là, t'as un bon... entre 150 et 80 personnes, souvent, là, pour le stand-up, pour être près des gens, une proximité le fun, c'est le chiffre idéal. Vraiment, c'est le chiffre le plus fun, en fait, à faire. Ouais. Je pense dans la salle ainsi que sur la scène, là, les deux côtés, c'est ça. Le chiffre le plus fun. Mm-hmm. C'est moi de mon bord malade, grippe, je sais pas. On l'entend un peu là, dans la voix. Là. C'est ça se peut que je vais mettre sur mute quelques fois pour me moucher, fait que... C'est ceux qui sont sur YouTube au visuel, ben, espérez qu'il n'y ait pas trop de trucs à mimer ou à clipper là-dedans. Sinon, ben, tu mettras une petite image, t'enlèveras ma face, Pierre. C'est dégueulasse. C'est ça, je sais pas si ça va être autant de fluide qu'il y avait lors du match du premier match, du match de MJF contre Garcia. On sait pas, on verra au cours de l'épisode s'il y a autant de fluide que ça qui sort du nez de Max. Ouais, du nez, de la bouche ou du front de Max. Ça s'est craché dessus, hein. C'était pas. Ouais, des gros crachats dégueux. Ouais. Puis, fait que c'est ça, moi, de mon bord. Fait que, on essaie de s'en remettre tranquillement pas vite. Ben oui. Fait que, c'est ça. Sinon, vous, de votre côté, écoute, on a eu des petits retours sur les derniers épisodes. Fait que d'abord, Pierre-Paul, on parlait de l'invasion de la TNA à NXT. Pierre-Paul qui nous dit qu'il aurait beaucoup aimé, qu'il souhaiterait en fait que PCO et Mike Bailey fassent au moins une apparition à NXT. Il espère que ça va être le cas. Puis effectivement, ça serait le fun. Cependant, j'ai l'impression que c'est plus certains lutteurs particuliers qui ont des comptes, qui ont comme signé des genres de contrats ponts là, entre les deux. Là. Puis j'ai l'impression que PCO ainsi que Mike Bailey, c'est comme des trop gros noms pour pas leur donner un vrai contrat. C'est mon impression. PCO, il est déjà connu dans le monde de la WWE. Là. T'es pas sous ce personnage-là, mais il est quand même connu. Ouais. Il a travaillé là longtemps quand même. Mike Bailey, par exemple, ça pourrait être une très très belle vitrine, juste d'aller faire un showcase. Même j'ai l'impression qu'on a peut-être peur que Mike Bailey aille de l'autre côté. Ouais. Et puis on dirait entre les deux, je verrais plus PCO justement à cause qu'il a déjà travaillé à la WWE. Mais Mike Bailey, j'ai l'impression qu'on voudrait peut-être pas mettre en vitrine quelqu'un qu'on va amener de l'autre côté dans pas long. Parce qu'on veut pas faire les mêmes erreurs que l'All Elite a fait, par exemple, avec Stephanie Baker ou des lutteurs comme ça qu'on a comme soutiré l'herbe sur le pied rapidement. Fait qu'à voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais effectivement, c'est le fun d'avoir ce mix-là, ce crossover-là. 100%. Et sinon, on a Elisabeth qui nous dit, on parlait des titres TBS et TNT qui étaient sur les cartes principales. On se demandait pourquoi. C'est toi qui nous demandait ça, Pierre. Oui. Et Eli qui nous dit qu'il a l'impression que les deux titres étaient aussi hauts sur la carte car il y a une nouvelle annonce de Deal Tele qui est proche. C'est la théorie, Eli. Ça se pourrait, parce qu'on a Tony Khan qui a dit, parce que ça date d'une semaine, ce commentaire-là. Et là, hier, en conférence de presse après le pay-per-view All Out, Tony Khan a dit qu'il était sûr à 90% que ça allait signer dans le prochain mois. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça se passe. C'est quand même audacieux de sa part de donner des chiffres comme ça. En même temps, peut-être qu'il sait plus de choses que nous, puis il est vraiment à 90, ou il espère que ça va faire avancer les offres, puis il négocie un peu publiquement. Je sais pas, mais effectivement, ça se pourrait que c'est pour ça qu'on les met autant de l'avant. Et sinon, il y a là une question pour nous. Fait que question du public, on va répondre tout de suite. Si on se part une compagnie, toi puis moi, ben chacun, notre compagnie, là, on n'est pas amis, fait que si on se part une compagnie chacun demain matin, laquelle des deux lutteuses entre Roxanne Perez et Tiffany Stratton on prend
sur notre roster. Qu'est-ce que je te laisse répondre en premier. C'est une question qui a été posée aux antipodes de la lutte, puis je pense que Elisabeth voulait mettre la merde aussi dans notre podcast, parce que ça a débattu fort dans le podcast des antipodes. Moi, c'est Roxanne Perez. Je trouve qu'elle est plus complète. Je pense peut plus facilement devenir leader d'un locker room, peut devenir plus championne. J'ai l'impression qu'elle va être plus respectée au niveau de la lutte, même si Stratton a l'effet wow, a l'effet glamour, a l'effet je dirais que c'était Hollywood, là, le show est là, le personnage est flamboyant. Mais pour si moi je veux parler d'une fédération de lutte, ça c'est ma vision à moi, ça va être j'aimerais avoir une fédération de lutte qui reste indie, qui reste plus petite, mais qui focus sur de la bonne lutte de qualité. Fait que pour moi, dans l'optique d'avoir une fédération de lutte à l'image que moi je me fais, si je m'en ouvre une, ça serait Roxanne Perez pour les raisons que j'ai nommées. Ok, mais moi j'irais dans essayer de compétitionner avec la WWE. Ok, toi tu vises gros là. Moi je vise très gros si je me parle ma fédération. Mais je vais aussi y aller avec Roxanne Perez. Puis je m'explique parce que Tiffany Stratton, j'ai l'impression que c'est comme un diamant à polir encore. Ouais. Est un petit peu. On le voit aussi beaucoup là, dans les interactions avec Nia Jax, puis un peu le niveau in-ring qui est un peu plus green, un peu plus débutante. Alors que Roxanne, j'ai l'impression que la fondation ressemble plus à une fondation qu'on aurait comme Saraya à l'époque. Fait que si tu veux partir une compagnie de lutte, j'ai l'impression que tu veux quelqu'un qui est vraiment plus solide dans ses bases de lutte. Et l'aura également qu'elle a, je crois, backstage, la confiance qu'elle dégage également, va peut-être plus tirer vers le haut, alors que Tiffany, c'est quelque chose qu'on va peut-être devoir y montrer ou lui donner avec le temps. Donc c'est un peu plus un projet à moyen long terme. Dans 15 ans, 10 ans, qui aura eu la plus grande carrière? Ça, par exemple, ça sera vraiment à débattre parce que j'ai l'impression que Tiffany a vraiment un énorme potentiel. C'est juste que Roxanne est plus proche du produit fini aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que si j'avais à mettre une ceinture sur quelqu'un dans une fédération de lutte, ben je la mettrais présentement sur Roxanne Perez. Je la sens plus prête à faire. J'avais pour dire que Stratton a peut-être un plafond plus bas ou Roxanne Perez a un plafond plus haut que Stratton, mais j'ai l'impression qu'ils sont juste pas sous le même plafond. Dans le sens où Stratton, on va focuser sur le personnage, on va focuser sur un niveau in-ring qui est crissement bon, là, on s'entend. Là. Mais moi, je vois Stratton comme une Charlotte en devenir. Ok, à ce point-là. Ok. Moi, à ce point-là. Au niveau in-ring, lutte à ce point-là, moi, je la vois pas si bonne dans la lutte. Alors, je pense qu'elle a déjà atteint pas loin de son plafond côté lutte. Moi, j'ai l'impression qu'elle pourra pas beaucoup plus s'améliorer que ça. Je souhaite, je souhaite qu'elle s'améliore, mais j'ai l'impression que Perez, côté lutte, pour un plus haut plafond. Ouais. Ben, bref. Fait qu'on n'aura pas tant de débat, les deux, on est d'accord pour les différentes raisons ici. Fait que faut croire qu'on s'ostine moins fort ici. Ouais, mais je relance sur d'autres choses. Je relance la question à Picard, là. Toi? Ouais. Toi, tu dirais qui entre Roxanne et Tiffany? Tu me répondras dans les commentaires de cet épisode. Et vous aussi, vous pouvez répondre directement en dessous. Vous me dire ce que vous pensez, qui vous prendriez entre Roxanne Perez et Tiffany Stratton. Et on va commencer ça tout de suite, ce retour sur All Out. Mais avant de commencer ça, on a la chronique, le classique, qui le fait mieux? Pierre? Cette semaine, à qui le fait mieux? Je suis resté dans un univers très précis. Je suis resté dans une storyline très précise. On a vu... je ne crois pas que c'est le dénouement de cette storyline samedi passé, mais on a vu quand même une grosse progression de cette storyline. Et dans ma chronique, qui le fait mieux, je vous demande en fait, dans la storyline de Hangman Adam Page et Swerve Strickland, quel était leur meilleur match? Donc, qui book le mieux ou qui le fait mieux dans les 3 matchs qu'on a vus? On a vu à Wrestle Dream 2023 un 1 contre 1 de la lutte, à très bonne lutte. J'ai été revoir les highlights de ce match-là. Ça vaut la peine, il y a des très beaux spots, c'est 2 très bons lutteurs. Swerve à ce moment-là qui commençait vraiment à exploser côté personnage puis côté gimmick et tout ça. Leur deuxième match a été le Texas Death Match à Vulgar avec la fontaine de sang, la buvette de sang. On se souvient tous de cette image-là qui est un peu dégueulasse. Et le Lights Out Steel Cage Match à All Out 2024 qu'on a vu samedi passé. Ça aussi, on va faire des cauchemars avec le visuel. On va en reparler un peu plus tard en détail dans l'épisode. Mais oui, là, tu vas nous spoiler nous-mêmes, là, si on aimait ça ou pas. Là. Écoute,
D'après toi, qui le fait mieux? Le match Écoute, de lutte, le Texas Deathmatch entre les ou deux. le Moi, cage match? tout d'abord, je trouve que c'est la meilleure rivalité à All Elite Wrestling Ouais. dans la dernière année. Mhm. C'est celle qui a été construite le mieux à long terme et qu'on sentait vraiment le côté personnel là, 100%. qui venait de l'avant, tout ça. Puis c'était vraiment excellent. Fait que des 3 matchs, moi j'ai préféré le Texas Deathmatch qui est. Puis je te dis pourquoi, parce que moi c'est le genre de match que je déteste. Ce type de match-là. Ouais. Et je l'ai tellement trouvé bon. Ah, Tu sais, bon, dans ça. la vie, tu sais, si J'aime jamais ça. vous êtes des joueurs de jeux vidéo, tout ça, des fois, tu sais, t'as un style de jeu que t'aimes pas, Mhm. mais il y a un jeu dans ce style-là que t'es comme, hey, lui, il est tellement bon, fait qu'on dirait qu'il t'a encore plus de respect pour ce jeu-là. Je Et comprends. là, ce match-là, moi, j'aime vraiment pas ça, les matchs à ce point-là violents. Mais celui-là, il Celle-là, était il est tellement comme brillant, fucké, intense, des choses jamais vues. Ça, c'était un classique, genre, c'est un accident de voiture, puis je regarde, Ouais, je ouais, m'arrête sur le bord de la route pour 100%, regarder ouais. ce qui se passe. C'était très bon, la psychologie de ce match-up. C'est vraiment le match aussi que j'avais dit qui a élevé la rivalité d'un cran Oui. entre les deux, puis qui est Oh, oui, devenu 100%. vraiment intense. Le build-up également, je l'ai aimé de ce match-là. C'est là qu'il y a eu les invasions de domicile, qui a commencé à avoir cet angle-là du côté de Strickland. Mhm. Fait que je vais y aller, moi, avec Full Gear Texas Deathmatch pour le meilleur des 3. Mais ils ont quand même sorti 3 excellents matchs back-à-back. On va revenir plus tard pour celui de celui-là. Mais j'ai vraiment apprécié les 3 pour 3 trucs. Quoi que celui qu'il y a eu à All Out, il ressemble un petit peu plus au Texas. Mais ouais, c'était vraiment une belle réalité. Moi, je jouais avec celui de Full Gear. Toi? Texas Death Match, moi aussi, parce que je pense qu'on s'attendait à rien à ce point-ci de la rivalité. On s'attendait pas qu'il aille si loin dans littéralement le death match. Là. On s'attendait pas que ça soit aussi violent, si extrême. Fait que pour la belle surprise, parce que moi, je suis pas un fan, je déteste pas non plus ce genre de match-là. À la télé, live, je trouve ça plus rough un peu là, à la IWS, on en voit souvent, là, puis c'est un peu moins ma tasse de thé live. À la télé, c'est plus facile là, de se cacher les yeux et de pas regarder quand on passe quelque chose au travers d'une joue de quelqu'un. Fait que je veux quand même être le Texas Deathmatch. Je trouve qu'il y avait un meilleur rythme. Moi aussi, la psychologie derrière était un peu mieux. Était plus le fun à regarder. Celle du Lights Out Steel Cage Match, on va en parler, mais était très on the nose, était plus direct dessus, ce qui est très très correct à ce point-ci. Mais oui, pour un peu plus de subtilité et pour les très gros spots, puis pour le finish aussi que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé original, ça va être le Texas Deathmatch, moi aussi, à Full Gear 2023. Vous, quel était votre meilleur match de la rivalité Hangman Adam Page et Swerve Strickland? Donc, qui les fait mieux? Quel match était le mieux pour vous? Laissez-nous savoir dans les commentaires, direct en bas de la vidéo si vous êtes sur YouTube, sinon directement sur Facebook ou sur Instagram si vous nous écoutez à l'audio. Et il y a plein de gens qui ont répondu au fameux questionnaire des sommeliers de la lutte. Et j'ai le classement pour qui a remporté ça, cette première étape, hein, parce que All Out est la première étape et on termine ça à All In 2025 pour le classement général de l'année. Alors, il y a personnes qui ont participé, alors que le top 3, d'abord, en première position, on a une double égalité. Fait que d'abord, on a Jason à 54 points sur 80. C'est sur 80 pour ce pay-per-view-là. Et également, la reine du côté de la WWE est également la reine du côté de la All Elite Wrestling. Elisabeth à 54 points également. Wow. Fait que là, t'es pas toute seule, cependant. Il y a Jason qui est égalité avec toi. Oui. Fait que tu prendras ton gaz égal un peu, là, Ellie. Hey. Et en troisième position, tout juste derrière, on a toi, Pierre, qui s'est appelé Elias for Life dans celui-là. Dans lui de Elias. Fait que 51 points pour Pierre. Fait que c'était quand même serré, l'entièreté là, des réponses. Là, ça tournait. Ça a quand même été bien réussi. Puis ce qui n'a pas été bien réussi, ça a également été généralement pas réussi. Fait que la personne qui a le moins de points est à 46. Fait que pas si loin là, derrière. On n'a pas quelqu'un qui a fait 3 points, là, c'est bon ça. Non, exact. La moyenne est à 50. Donc ça se passe bien pour la plupart. Fait que vous allez recevoir vos résultats aujourd'hui ou dans les prochains jours si jamais vous les avez pas reçus, mais ils sont prêts. Fait que, ça reflète très bien le booking de Tony Khan où ce qui est très prévisible l'est, puis ce qui est pas prévisible l'est vraiment pas. Fait que ça reflète exactement ce qu'est le booking d'All Elite présentement. Fait que bravo, gang. Bravo. Puis on va y revenir à l'intérieur, évidemment, de notre review au complet. Et on va commencer ça pour la carte de All Out avec le pre-show. Le pre-show qui avait pas de match encore annoncé vendredi,
Mais à Collision, on a commencé à les annonces et on a fini avec 4 matchs lors de ce pre-show-là, Zero Hour. Fait que un classique un peu du côté de la All Elite Wrestling. Là, c'est très surprenant qu'il n'y avait pas de match encore annoncé. On s'attendait qu'il y en ait. Mais ils ont annoncé trop tard pour les mettre dans le questionnaire. Fait que d'abord, on a eu The Acclaim qui ont affronté Iron Savage. Moi, de mon côté, Iron Savage, j'aime bien. Je trouve que c'est des jobbers efficaces. Ils ont comme une gimmick un peu comédie. Ouais. Mais je les trouve quand même bons dans le ring. Fait que tu sais, le côté de let's go, mets-moi quelqu'un dans mon chest. Puis une espèce de tapis de chest. Je pense que c'est Boulder qui est comme ça. Ouais. Mais j'aime quand même ça. Puis, mais on s'entend, c'était quand même un match qui était dans le but de bien faire, de donner une victoire à The Acclaim. Ben The Acclaim, quand même, une grosse drop, hein, parce qu'on parle d'un match pour la ceinture lors de All-In à un match pre-show contre des jobbers reconnus. Fait que, une petite drop de ce côté-là, du côté de The Acclaim, on dirait Pas que. toujours être au top. Encore, peut pas toujours être au top, mais la drop a quand même été importante d'un côté. Oui. Ensuite, on a eu un espèce de match trio avec un ramassé, une équipe un peu ramassée. Là, Les restants de la Ring of Honor, genre? Un peu, mais tu sais, hologramme qui est comme bien d'arriver. On a mis avec Sammy Guevara et Dustin Rhodes qui ont comme rendu une équipe. Et ils ont battu The Premier Athlete, qui était une vraie équipe, mais qui n'ont pas réussi à gagner cette fois-ci. Lors de l'entrée, Premier Athlete qui essaie des affaires en ce moment. Fait que là, d'abord, c'est Mark Sterling qui prend le micro et qui demande aux gens que quand il va dire Premier Athlete, il veut que tout le monde dise Rock! Évidemment, c'est des méchants. Les gens ils disent Suck! Fait qu'il y a une petite manière d'avoir du cheap heat de cette manière-là. Moi, j'ai pas écouté le pre-show, c'est pour ça que j'apprends en même temps que tout le monde qui l'ont pas écouté qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, alright. Au niveau du match, c'était quand même bon. L'équipe était un peu bizarre avec Hologram, Sammy Guevara et Dustin Rhodes, mais ça fonctionnait bien. Hologram encore efficace. Sammy, depuis le retour de blessure, on dirait qu'il n'y a plus la petite magie que je trouvais qu'il y avait avant d'être papa. Fait que je sais pas si. Fatigué. Ouais, ben juste fatigué ou je sais pas. Peut-être peut prendre moins de risques également. On va voir. Ah, peut-être. Puis Dustin de son côté. Et puis moi, il est fou, moi crazy dans la tête. Puis Dustin de son côté, ben il est tellement over. La foule l'aimait vraiment beaucoup. Alors, il y avait des chants pour un hot tag de Dustin. Puis là, évidemment, il est rendu à un certain âge, là, Dustin, fait qu'il peut plus faire ce qu'il veut. Mais il a fait un excellent Canadian Destroyer dans ce match-là. Fait que c'est quand même efficace. Et c'est les gentils qui ont remporté la petite étoile sur hologramme. Que j'aime bien ce jeune en devenir qui éventuellement va sûrement monter à Dynamite. Là, parce qu'il y a quand même des belles choses à Collision. Ensuite, on a eu le Bang Bang Gang, Austin, Colton, Gunn, ainsi que Juice Robinson, qui ont battu la Dark Order. John Silver. Bol, sort des boulamites, ça, là. Ouais, vraiment. John Silver, toujours aussi solide. J'aime bien. C'est genre le Pierre. Je pense qu'il a volé ta gimmick, là. Il te ressemble vraiment beaucoup. Ben oui. Puis il est très bon. Il est très bon dans le ring. Et bizarrement, je commence à m'attacher au Bang Bang Gang. Je sais pas. Yes! On va les avoir! Ils sont en train de me gagner un peu. Je pense que c'est Juice. Moi, j'aime bien Juice. Puis on dirait Austin puis Colton, ils commencent à être le fun également. Fait que, je commence à les aimer. Puis Evil Uno, il a comme un nouveau look qui se bat en cravate avec une chemise blanche. C'est vraiment bizarre. Moi, j'enlèverais ça. Là. Il a l'air vraiment d'un ultra jobber. Là. Je sais pas pourquoi il a comme donné ce personnage-là. Je sais pas si ça sort peut-être de Being Dark Order là, qui avait pris over le Being the Elite là, sur Internet. Puis eux, ils pensent peut-être que la majorité des gens regardent ça. Moi, ça fait comme 1 an que je n'ai pas regardé un épisode. Fait que je sais même pas si ça roule encore. En fait, peut-être que ça sort de là, tout des genre d'inside un peu. Mais c'est. Mettons visuellement, non plus, j'écoute pas ça. Mais je fais juste regarder le look. Puis je suis comme tabarouette que l'air d'un gars qui va se faire squasher alors qu'avant, il y avait quand même une certaine aura. Que, si jamais tu nous écoutes, Evil Uno, c'est ce qu'il pourrait, c'est québécois. Ben, essaie d'avoir un look cool comme t'avais dans le temps, un peu. Là. Enlève les chemises. Là. On t'a vu lutter nous autres au Fofone électrique. Là. On le sait ce que t'es capable de faire. À C4, tabarouette, c'est solide. Fait que c'est les gentils, les gentils. Bang Bang Gang. Les gens de plus en plus over, Bang Bang Gang, qui ressortent gagnants. Mais moi, une petite étoile à John Silver que j'ai bien apprécié encore une fois dans ce match-là. Et finalement, le dernier match, on avait The Undisputed Kingdom, qui était Matt Taven, Mike Bennett et Roderick Strong, qui ont battu Beast Morto et Shane Taylor Production, ainsi que c'est un match à 3 équipes en trio, avec 9 personnes total, ainsi que Top Flight, qui était cette fois-ci avec Action Andrade, et qui avait leur hôtesse de l'air, Layla Gray, qui était avec elle. Écoute, la gimmick, on la joue vraiment à fond. Là. Il y a un moment dans le match où genre Layla Gray, elle fait comme
OK, ils peuvent décoller, puis là, c'est là que Avec ils peuvent se lancer par-dessus les la pogos troisième luminants, corde. là. Exact, fait qu'on joue très fort sur la gaming du côté de Top Flight. C'est correct, on essaie des affaires. Le côté, c'est comme semi-assumé, fait que c'est peut-être ça qui fait que ça fonctionne peut-être un petit peu moins. Peut-être pas leur idée, Mais- hein. Exact, puis sinon, ben, du côté de Beast Morto, Tabarouette qui est solide. Ah, il est incroyable. Quand il se lance un saut dans le vide entre les deux cordes, mais avec une flip, là, une vrille, là, c'est tellement impressionnant. Il n'y a pas grand monde qui font ça aussi bien. Puis, ils ne se pognent pas les pieds nulle part. Fait que il est vraiment très bon, Beast Morto. Puis, du côté de Undisputed Kingdom, il remporte avec un petit vol de pin avec Roderick Strong qui vient en profiter pour prendre le pin de quelqu'un d'autre. Fait que remporte la victoire de cette manière-là. Fait quoi, écoute, le pre-show était moins bon que celui d'All In. J'ai préféré le pre-show de All In. Mon match préféré des trois, je pense, c'est celui de. Je pense qu'il y avait avec Hologram Sammy Dustin avec Premier Athlete. C'est celui que j'ai préféré, mais c'était pas mon. Il est plus skippable celui-là, quand même. Là, tu sais, du tag team, pas de build-up, c'est assez moyen. C'est assez moyen. Je peux comprendre que c'était moins ça, là. C'était très match de semaine collision. Comme Rampage. Ouais, on n'avait pas beaucoup pratiqué beaucoup de choses, fait que c'est un petit peu moins efficace. Et on a eu un segment micro avec Mario. Ben, en fait, c'est Sky Blue qui est venu, qui est blessé présentement, fait qu'il est venu un peu avec une béquille, expliquer elle vient de Chicago, fait qu'il expliquait. Oui. Pour ça, je suis pas là, mais je voulais quand même sortir, blablabla. Et là, Mario May a interrompu Sky Blue. Et là, des bons petits jeux de mots là, en disant que Mario May comprend pas trop pourquoi qu'on appelle la ville de Chicago la ville du second wind, fait que du deuxième vent, parce que clairement, il y a personne qui s'est fait blower ici dans cette ville-là. En parlant un peu de sexe oral. Et là, Sky Blue qui dit ben. Le podcast sexe oral, non? Ouais, c'est ça. Apparemment, c'est le podcast. Et là, Sky Blue qui dit tu dois bien connaître ça. Fait qu'on slut shame un petit peu Mario May. Puis là, Mario May fait un petit big down. Fait que je sais pas si c'est une rivalité qu'on construit peut-être lors du retour de Sky Blue. Peut-être Tony Khan est très bon pour avoir un petit segment où on met une graine. Désolé de l'allusion. Attention. Où on met une idée dans la tête des spectateurs. On n'entend plus parler pendant 3 mois. Puis un moment donné, ça repick up où c'était à ce moment-là. Fait que ça se peut que ce soit une rivalité qu'on va voir dans 2-3 mois. Qui sait où la semaine prochaine. Ouais, mais c'est ça. On dirait que c'est un peu bizarre. T'sais, on joue vraiment sur la gimmick en ce moment que Mario May veut faire sa célébration, mais ça sera pas dans cette ville-là. Ça sera pas dans cette ville-là. Fait que là, il veut faire un peu le même truc. Mais pourquoi Sky Blue, autre que est local, je sais pas. T'sais, moi, je savais pas qu'elle était locale. Je sais pas si les gens de Chicago savent qu'elle est locale aussi. Je sentais pas comme un gros fame là, ou un gros Zora lorsqu'elle est rentrée non plus. Fait que on a eu ce petit segment là, fait que c'est good. C'est pour des petites gags sexuelles, c'était ça. Fait que ça fait le tour de ce pre-show là qui était quand même manquable. Et sinon on peut aller avec la carte principale. D'abord la carte principale, bravo, ils nous ont écoutés parce que cette fois-ci ils ont fait un package vidéo pour commencer. J'ai comme bravo tabarouette, ça nous met dedans un peu plus avant de juste commencer avec des gens déjà dans le ring puis commencer ça comme si c'était un collision. Fait que ça c'était efficace. On rappelle également l'histoire de MJF contre Daniel Garcia. Un bon montage vidéo aussi, efficace, même avec si la musique un peu lente de MJF. Exact, c'était très bon. Puis là, ce match-là commence et c'était ton match préféré de cette carte-ci, Pierre. Fait que je te laisse en parler plus amplement. Oui, j'ai quand même aimé le pay-per-view dans son ensemble, quoique 2 matchs que je crois auraient pu être des matchs télé très facilement. On va en parler quand on sera rendu à ces matchs-là. Je pense que tout le monde qui a écouté le pay-per-view se doute un peu de quels sont ces matchs-là. Moi, MJF et Garcia, ça a été mon match préféré parce que j'ai beaucoup aimé la psychologie qu'on a mis derrière le match. La façon qu'on nous a raconté l'histoire. Le in-ring était excellent. Daniel Garcia vend très, très, très bien. Vraiment, là. Daddy Magic est au commentaire. J'aime toujours quand Daddy Magic est au commentaire. Toujours très drôle, très pertinent. Il rajoute une belle couleur, j'ai l'impression. Là, il vient enlever un peu du beige de Tony Schiavone, que moi, c'est pas mon préféré au commentaire. Puis un peu le côté personnel avec Daniel Garcia, vu qu'il était un peu dans la même équipe. Fait que, tu sais, on dirait, à quelques moments dans le match, il dit... Ouais, ça tue les deux, mais également, on l'a pratiqué, fais attention, fais pas ça, sinon tu vas te faire prendre. Exactement. Des petits commentaires comme ça qui me font rire. Oui, vraiment, vraiment. Puis ça, si vous écoutez Rampage, pour les gens qui écoutent Rampage, non, il y a Collision maintenant. Bref, Daddy Magic, puis qui était même dans l'after show, il était là aussi, puis il prend
très bien sa place. J'aime bien ce qu'on fait avec Monsieur Papa Magie. On l'avait un peu calé, hein, que ça s'est s'enligné vers la table des commentateurs. On avait vu juste là-dessus. Ben tant mieux, ça fait 22, 23, 24 ans qu'il lutte activement, puis je pense de faire quelque chose qui est moins tough sur son corps. Je pense que tous les lutteurs aiment ça, rester actifs en faisant quelque chose qui est moins rough pour pouvoir avoir une belle retraite où on n'a pas trop mal dans le dos. On le souhaite ça à tout le monde. La psychologie du match, comme je disais, j'ai vraiment aimé parce que les deux ont une blessure au haut du corps, comme on dit dans le monde du sport, de MJF qui a mangé il y a à peu près il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. 2 semaines, il a mangé un Tiger Driver 91. Fait que lui vance encore sa nuque, vend encore son cou. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Et Daniel Garcia qui est revenu, mais que lui aussi vend encore sa tête. Il y avait un gros bandage dans le front parce que on se souvient qu'il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, à peu près là, MJF avait complètement déconcrissé le front de Daniel Garcia. C'est un beau visuel choquant, mais un beau visuel à ce moment-là. Fait que les deux vendent le haut du corps. Garcia, qui, direct en partant, lui, il veut juste une chose, c'est connecter son pile driver parce qu'il sait que MJF, il est faible de la nuque. Fait qu'il dit, un pile driver, c'est ça qui va me faire gagner. Malheureusement, c'est ça qui l'a un peu fait perdre, qui l'a apporté un peu à sa perte. Il y avait une intensité, hein? Il a même pas attendu le son de la cloche, même pas d'entrée. Hein? Il est tout de suite attaqué en partant MJF. Et ça, j'ai quand même aimé ça parce que même si c'était, tu sais, on dirait, le début de cette rivalité-là a un peu été rentré crowbar dans notre gorge. Mais comment le match a été construit, j'aimais ça. Cette intensité-là, dès le départ, t'es comme, ok, c'est vraiment personnel. Il attaque tout de suite avant la cloche avec le fait qu'il était blessé, que les deux ont sailli, puis on veut vraiment se blesser plus que se battre, là, un peu. Ça faisait un peu penser à CM Punk et Drew McIntyre là-dessus, là, le début du match. Fait que moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, puis tu sais, j'ai pas pris des notes de play-by-play, là, mais tu sais, il y a vraiment des belles choses dans ce match-là, côté la psychologie des deux, comme je dis depuis le début, puis la façon qu'on travaille, la partie du corps, la nuque, la tête, toute l'histoire qui est racontée. Vraiment, ça vaut la peine d'aller voir le match juste pour voir un peu la façon que tout ça a été travaillé. Moi, je me suis noté un des mouvements là, qui a été impressionnant. C'était quand même en début de match aussi. Une espèce d'MJF qui met Garcia en souplex en chandelle. Qui le garde comme ça. Garcia, pendant ce temps-là, donne des coups de genoux pendant qu'il est en chandelle sur MJF. Fait que ça le déséquilibre un peu. Ça va sur le bord de la corde. Et là, ils font le souplex à travers la corde vers l'extérieur. C'est dangereux. Super bien fait, par exemple. C'était tellement dangereux. C'était tellement bien fait. Bravo aux deux parce que ça lookait vraiment à ce moment-là. Puis ça attaquait au haut du corps des deux. Les deux ont comme sorti mal. Fait que là, par la suite, t'as le compte de 10. Un count-out. Extérieur. C'est ça, Danny qui arrivait à 9 et quasiment 10. Là, ça, c'était vraiment un des bons segments. J'ai fait, oh, ok, bravo les boys. Excellent in-ring là-dessus. Vraiment, vraiment. On se rend à la fin du match. Danny il avait de gagner le match. Il a réussi à connecter, à avoir une guillotine sur la nuque de MJF, qui est la partie sensible pour le moment du bon Maxwell, Jacob Freeman. Et l'arbitre qui a pris la main, le bras d'MJF pour voir s'il était encore conscient. Et c'est pas MJF, mais c'est Danny lui-même qui a repris, Daniel Garcia, qui a repris le bras d'MJF pour faire comme non, c'est pas de même qu'on va finir le match. Je vais lui donner un pile driver. Il l'a installé pour donner le pile driver, mais MJF qui s'est sorti de là et a donné un coup dans le pelvis. En fait, il a réussi à le connecter, mais il y a eu un kick-out du premier pile driver. Oui, c'est ça. Et par la suite, il voulait faire un avache pile driver. Et c'est qui a réussi à connecter, mais après le match, donc l'arbitre qui ne regarde pas, l'arbitre qui a été qui gérait autre chose, qui a été poussé, MJF qui donne un coup dans le pénis de Garcia et MJF qui réussit à gagner en trichant, encore une fois, c'est modus operandi du côté de MJF. Et après le match, Danny Garcia qui fait à MJF ce qu'il voulait faire depuis le début, donc on vient de le dire, un gros pile drive qui a de l'air à faire mal, qui est complètement... Un gros sell d'MJF qui est revolé comme une petite poupée. Là. Alors, je dirais que c'était un espèce de truc là, que tu mets dans un char quand il y a des accidents, là, puis là tu revoles. Un petit dummy, crash test dummy. Là. Exact, t'es très mou, il est bien revolé, fait qu'un bon sell là-dessus. Et beau je pense que j'aurais cependant, au niveau du booking, donné la victoire de cette manière-là à Garcia, plutôt que de le faire après match. Ça vendait Garcia fort, mais je pense que ça l'aurait vendu encore plus fort d'y donner
pour vrai la victoire dans le match. Tu sais, je suis un peu à l'inverse parce que quand le match est terminé, j'ai fait comment cette valeur que justement Garcia n'a pas gagné avec ça. Et la façon qu'on l'a fait après le match, avec Garcia qui le fait, qui est fort, qui est solide, qui est debout, MJF qui est par terre, qui est KO complètement, puis Garcia qui s'en va dans la foule et qui quitte en étant au top du monde. Et j'ai pas haï ça. Tu perds, mais tu finis quand même over en sortant du match. Je pense que le booking dans mon idée à moi était quand même bien fait là-dessus. Les deux quittés, MJF qui sort avec une victoire, ou qui n'a pas de défaite plutôt. Puis Garcia qui sort quand même très fort. Beaucoup de fluide, beaucoup de. Des gars qui sont pas mouchés avant. Non. Ça s'est craché d'en face, Ouais. ça saignait. Écoute, c'était un peu dégueulasse. Ça aussi, ça a augmenté le degré de on saillit. Ouais. Dans l'après-match aussi, bien aimé, au niveau des commentateurs, là, c'était. MJF veut donner la main à Garcia. Vraiment la donne, tente le low blow, mais Garcia s'en entendait, l'arrête. Et c'est là qu'il l'amène dans le pile driver de la deuxième, troisième corde. Et pendant ça, là, t'as Nigel qui est comme quel mauvais perdant! Oh, regardez! Être mauvais perdant! Ça me faisait rire que Nigel dise ça. Mais Nar fait juste genre l'envoyer chez puis il dit de se faire mal. C'est très drôle, ça me fait rire. Puis, ouais, c'est quand même. Écoute, bon match, mais moi, j'aurais préféré la victoire du côté de Garcia pour le faire monter un petit peu plus. Je respecte ça. Et puis, j'aurais gardé le même booking. C'est juste que je l'aurais fait dans le match plutôt que le faire après le match. Fait que, mais bon match, très bon match. Et je comprends pourquoi tu l'as mis comme. C'est un bon opener aussi. On a donné près de 25 minutes très bon. aux deux. Au niveau du questionnaire, ça a été bien répondu. Fait qu'évidemment, MJF qui a triché, tout le monde avait ça. La victoire, cependant, était un peu partagée. Fait qu'on était moitié-moitié entre MJF ou Garcia. C'est vraiment MJF qui a eu la victoire. Et sinon, pour le reste, ouais, bien réussi, plus de 15 minutes, tout ça. Fait que bravo à tout le monde dans le questionnaire. Ça a été un des bons matchs sur la carte. Et je pense un des bons matchs aussi au niveau des prédictions. Yep. Fait que fait le tour pour celui-là. Ensuite, on enchaîne sur peut-être un match qui a été moins marquant ou un peu moins efficace. Ou en tout cas, moi, que j'ai trouvé un peu plus beige. Et c'est celui pour la ceinture par équipe. Ouais, ça c'est un de mes matchs de Young Bucks contre le Blackpool Combat Club, le BCC Claudio. J'ai mon gilet parce que c'est peut-être la dernière fois que le BCC existera de cette forme. Hein? Dans ce match-là, il n'y a rien qui laissait prédire ce qui allait se passer plus tard dans la carte. La seule chose que moi j'ai aimé dans ce match-là, parce que d'après moi, c'est un des deux matchs de la carte qui aurait pu être un match télé très très facilement. Pas vraiment de build. En tout cas, 0 build-up. Mis à part peut-être Moxley qui a mis un commentaire, mais c'était pas un build-up pour le match, c'était un build-up pour l'histoire. Ça n'a pas rapport avec ce qu'on a vu à la télé. Moi, la seule chose que j'ai aimé, je te laisserai de peut-être plus parler du match, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'aime beaucoup qu'on comprend dans ce match-là la cohésion ou la synergie qu'il y a entre les deux frères, entre Matthew et Nicholas, parce que 3 ou 4 fois dans le match, le Blackpool Combat Club ont utilisé l'arsenal des Young Bucks contre eux. Fait qu'il y a plusieurs moments où on l'a lancé. Il y a comme des friendly fire beaucoup du côté des Young Bucks, mais ça vient pas les affecter au niveau de leur confiance d'équipe. Exactement, et parce que tout ce que les Young Bucks lançaient au Blackpool Combat Club, il y avait une réponse. Ils étaient capables de revenir, ils étaient capables de contrer ce qu'on leur donnait, même s'il y a eu des friendly fire, comme on le dit, ça n'a rien dérangé, et les Young Bucks ont réussi à trouver l'élément qui allait leur donner la victoire. Fait que j'ai vraiment aimé la petite histoire qui était racontée dans le match. Ça reste que l'intérêt est tough à garder tout le long du match parce qu'il n'y a pas de build-up, justement. On a plus de misère à s'attacher aux deux duos qui se battent un contre l'autre parce qu'il n'y a pas de grudge, il n'y a pas d'histoire qui est attachée à tout ça. Mais l'histoire dans le match, à l'intérieur de ça, ce qui est raconté avec les Young Bucks, je voudrais, tu sais, se répète contre n'importe qui. Là, ça donne que c'est le Blackpool, mais c'est vraiment l'histoire des deux frères. J'ai vraiment trouvé intéressante. C'est ce qui m'a attiré dans le match. Sinon, c'était basic tag team. C'est quand même pas mauvais. Tag team All Elite aussi. Fait que beaucoup de segments où c'est pas clair. On respecte pas vraiment les règles de par équipe. Là. Il y a beaucoup de moments où pendant 1 ou 2 minutes, les deux sont là, puis ça fait juste se battre. L'arbitre est comme moi, faut tourner dans votre coin, puis ils sont comme, on t'écoute pas. Ce que j'ai beaucoup aimé, un des spots que j'ai vraiment aimé, c'est l'étirement de laine des Young Bucks où on faisait juste tirer sur les jambes. Un tag, on revient, tire sur les jambes. Ça a duré comme 3 minutes, ça m'a vraiment fait rire ce bout-là.
Fait que bravo pour ce spot-là original. Ouais, puis Claudio qui est bien aimé également, l'énergie de Claudio dans ce match-là. Et si vous avez vu souvent, moi les Young Bucks sur la scène indépendante, avant qu'ils soient un peu plus sur la plateforme d'All Elite Wrestling, dans le fond, là, c'était très textbook Young Bucks, le fait de faire du friendly fire, puis vous les aviez vus sur la scène indépendante, faisaient souvent ce genre de séquence-là. Fait que c'est pour ça que de mon côté, je trouvais que ça réinventait pas nécessairement la roue, parce que c'est quelque chose que j'ai souvent vu les Young Bucks faire dans plusieurs de leurs matchs. Cependant, c'est efficace, puis c'est quelque chose qu'on voit un peu moins au niveau supérieur, parce qu'on dirait qu'on veut pas nécessairement mettre comment dire, on dirait la WWE, c'est comme si ça vient affaiblir l'équipe s'ils font ça, mais comme tu le dis, moi je trouve que ça vient les construire plus que les affaiblir. Absolument. Et c'est ça, c'était un peu sans surprise cependant, fait on dirait tout le long du match, j'ai pas réussi à m'accrocher parce que il n'y a pas de construction. Même chose. Mais c'était classique Young Bucks. C'est comme un. C'est rare qu'ils vont descendre en bas d'un 7-8. Fait que c'est ça. Mais si vous avez déjà vu un match de Young Bucks, il n'y a pas rien de révolutionnaire dans ce match. Fait que, on va passer au prochain match, que lui était quand même le fun. Et qu'on avait pour la plupart hâte de voir. Je pense que la foule également avait vraiment hâte de voir. C'est le match entre Will Ospreay ainsi que Pac pour la ceinture internationale. Ah là là. Et tabarouette que c'est... En fait, je vais diviser... Moi, ça a été mon match préféré de cette carte-là. Et je vais diviser un peu ce match-là en deux portions parce que j'ai trouvé le début de match, on dirait, je sais pas pourquoi, la foule était pas tant dedans. Puis les gars avaient un pace un peu plus lent. Puis je pense que c'était voulu du côté de Pac. Parce que dès le départ, dès le début du match, on a la foule qui essaie d'embarquer puis de faire un gros chant puis qui réagit vraiment fortement à cet affrontement-là. Et Pac, en heel, veut pas il veut pas que les gens l'aiment. Fait qu'il décide de sortir du ring, prend le heat, brise un peu cette énergie-là de début de match que beaucoup de lutteurs auraient comme un peu plus surfé dessus parce que c'est quand même le fun à vivre. Mais on dirait, Pac s'était mis dans la tête, moi je vais être hué dans ce match-là. Puis je veux que Will soit aimé et non pas juste les deux soient aimés. Un move de vétéran incroyable. Il va aller descendre l'énergie pour être capable d'aller chercher ce qu'il y a au début à la fin ou aller être capable d'avoir une progression dans l'énergie pour être capable, pour s'assurer d'avoir l'énergie qu'ils veulent à la fin. Ça, c'est du crowd control qui est complètement une move de vétéran. Quelqu'un qui ça fait 2 ans qui lutte peut pas comprendre ça. Aussi, le comprendre, c'est dur à appliquer. Fait que c'est vraiment bon de sa part. Puis on dirait le premier 5 minutes, c'était très axé sur ça. Fait que, c'était très un pace que les deux nous ont pas habitués parce que les deux ont quand même un rythme rapide, mais des chokeholds, on l'amène au tapis, on va dans le coin, on prend notre temps pour faire les mouvements. C'était vraiment très lent. On dirait, dans cette construction-là, ils vont-tu faire un match de 40 minutes, 30 minutes, puis là, ils relaxent au début. Finalement, non, c'est resté autour de 20 minutes, mais j'ai vraiment l'impression que Pac s'était mis dans la tête que je vais être le méchant. Fait que pour être un méchant, il faut que j'aille un pace beaucoup plus lent contre un Will Ospreay, ce qui fait que les gens vont vraiment vouloir encourager Ospreay. Puis ça a fonctionné. Écoute, ça a vraiment été un excellent match, surtout le dernier 10 minutes qui est un feu roulant. Là, c'était vraiment le fun. Puis ça contrastait beaucoup avec le début. On avait une question dans le questionnaire sur le nombre de chants d'appréciation du public. Alors j'en ai compté 6 au total. Fait que on a eu des This is Awesome, des AEW, des Fight Forever, des This is Awesome, AEW et Fight Forever. Fait que ça a bien été. Les deux aussi, là, j'ai bien aimé là, en début de match. C'était très. Un fait un mouvement, et là, l'autre fait le même mouvement tout de suite après pour montrer. Moi aussi, je suis capable de le faire. Fait qu'il y a eu une espèce de vrai vers l'extérieur de la troisième que Ospreay fait. Pac va là tout après le refaire. Fait qu'il y a eu beaucoup de fois des souplexes, boum, l'autre le refait. Fait que c'était très. On voulait montrer que les deux, on était. Hey, t'étais pas au-dessus de moi, je suis capable de tout faire. Puis c'est vraiment le fun de voir un Pac mis dans ce booking-là. Oui. Ça fait longtemps qu'il était à Elite Wrestling, puis on dirait qu'on oublie un peu sa période de la WWE, mais il était jamais mis dans des situations gagnantes comme ça. Et j'en parle de cette manière-là parce que j'espère beaucoup que Ricochet, on va avoir un copier-coller un peu du booking de Pac, puis qu'on va vraiment le légitimer fortement. Parce que c'est ça, ils sont vraiment des espèces de dieux dans les airs pour être capable de revoler. Mais puis Pac en plus, il est tellement musclé. Il y a un moment, il a attrapé Ospreay dans les airs. Et
Ospreay, il a counteré ça dans un DDT. C'était tellement beau. Là. Fluide, là, c'est incroyable. Moi, un point que j'ai remarqué, là, leur sell sur tout ce qui est mouvement comme un DDT, comme tous les mouvements qui tombent sur la tête, peu importe que ce soit un German suplex, que ce soit un brainbuster, tous ces sells-là sont tellement parfaits qu'après ça, tu regardes quelqu'un d'autre qui prend ce mot-là, tu fais comme « c'est pas aussi beau que les autres. » Non, exact. C'est tellement beau, là. Ils mettent tellement la barre haute, les deux. Puis, encore une fois, bon, ce match d'Ospreay, c'est un classique. Moi, c'est un match à 5 étoiles là, qu'on a vu entre les deux, même s'il n'était pas le plus long qu'on a vu. Mais le côté d'exécution d'Ospreay, il a pratiquement rien manqué. Peut-être manqué un petit bout. Encore une fois, ça, c'est un mouvement qui essaie beaucoup parce qu'on l'a vu également dans un match où il est à l'extérieur, se fait lancer vers la barricade. Je pense que son but, c'est d'atterrir les deux pieds dessus et flipper tout de suite. Il n'a pas encore réussi à le faire. C'est ça, mais c'est tellement difficile à faire. Ouais. Exact. C'est tellement difficile à faire, mais je pense qu'il va le réessayer jusqu'à temps qu'il va le réussir éventuellement. Ouais. C'est ça le mouvement que j'ai vu Ospreay manquer, parce que tout le reste, il fait genre son élan dans les câbles avec le momentum où il revire puis il tombe en vrille avec le coup de pied direct ici à la bonne place. Comment tu fais pour faire ça? La tête par à l'envers, tu flippes dans les airs puis ton pied il arrive tout le temps au bon endroit, direct dans la clavicule de ton adversaire. C'est vraiment impressionnant. Il y a également eu une espèce de super beau segment de contre où on a passé une prise de soumission, hein, on a monté en style clash, on a fait le super beau style clash. Si bon. Les deux étaient incroyables dans le ring. Également, ce qu'on a voulu vendre, c'est que Pac avait un peu également étudié les tapes. Fait à un moment, on voulait connecter le Hidden Blade. Pac s'est baissé juste au bon moment. Mais tu sais, ça rentre au poste. Là. Comme le timing doit vraiment être parfait entre les deux pour que ça se fasse. Et finalement, ben, c'est un Hidden Blade, mais quel sell de Pac sur ce Hidden Blade-là. Il a flippé en vrille en recevant le coup de coude. C'était tellement impressionnant. Il a également fait son mouvement, son Falcon, son Red Arrow, mais que Ospreay lève les genoux pour le. Fait que tu sais, ça ajoute à la difficulté parce que c'est tellement un mouvement qui est difficile à faire dans les airs. Puis en plus, t'atterris ses genoux. Faut que tu tombes à la bonne place, faut que tu aies confiance en l'autre lutteur. Fait que bref, le niveau de difficulté au niveau in-ring de ce match-là était vraiment très haut. J'en reprendrais d'autres, moi, de matchs entre Pac et Ospreay. Oui, si on est capable d'avoir quelque chose d'un petit peu plus construit, si on s'entend, on dit que ça a été construit un peu sur le coin de table, encore une fois. Mais tu sais, une vraie rivalité, un peu comme à la Hangman Swerve, qui s'étire peut-être un peu à travers différentes ceintures ou différentes manières de construire ce match-là, parce que ça serait vraiment le fun d'avoir plusieurs versions de ce match-là. Malheureusement, on le verra pas parce que c'est Ricochet qui tombe, qui s'en vient. Là, on l'a vu pendant le match, regarder sur un moniteur. Ça. Et il y a eu un petit segment aussi plus tard, quand on va être là, on pourra en parler parce que j'ai un petit... je sais pas trop quoi penser de tout ça, je vous en parlerai quand on va être rendu à ce segment-là. Moi, ce que j'ai moins aimé dans le match, c'est un détail là, de booking dans le match, c'est que Ospreay fait un Oscutter à un moment donné, il n'est pas capable de se rendre vers le pin parce que le Oscutter, ça fait mal à la nuque et lui aussi est blessé. Dans le cou, tout le monde a mal au cou dans cette compagnie-là. Ouais. Et plus tard, il fait, à la fin du match, en fait, il réussit à connecter le Oscutter de la troisième, un Avalanche Oscutter, j'imagine. Puis, zéro mal à la nuque cette fois-là. Comme si, par magie, sa nuque a été réparée pendant le match. Fait que ce petit côté-là, moi, ça m'a un peu titillé de faire comme, mais il l'a vendu tantôt, puis là, il le vend plus là. J'ai trouvé ça bizarre, mais sinon, oui, tout était Avalanche Poison Rana. Le Poison Rana a été au centre de ce match-up, ça, j'ai vraiment aimé ça, parce qu'il était également au centre du peu de construction qu'il y a eu, ça tournait autour du Poison Rana. Fait que les deux ont tenté de le placer à plusieurs moments. Ils ont réussi à le placer, également, une sur la rampe, une sur le ring, une en avalanche, où Ospreay atterrit sur les jambes, c'est super impressionnant ça aussi. Fait que ça, j'aimais ça dans la construction du mouvement, que le Poison Rana était vraiment au centre. Puis c'est un mouvement qui est difficile à faire aussi, puis là, t'as deux des meilleurs qui sont capables de l'effectuer. Fait que, non, ça c'était très bon. Puis bref, une victoire de Ospreay qui garde la ceinture. Toujours. Puis c'est ça, donnez-moi d'autres matchs. Et c'était mon match préféré. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si c'était également le vôtre. Et ça fait le tour pour cet excellent match. On enchaîne ensuite avec un autre excellent match qui était
Mon deuxième match préféré de cette carte-là, j'ai longtemps hésité à savoir qui des deux je mettrais en premier. Et c'est celui de Willow Nightingale ainsi que Chris Statlander. Un match de bataille de rue dans Chicago. Et un bon vieux street fight entre les deux. Et on en avait parlé un peu dans notre truc de prédiction, qu'on les avait vus dans un environnement comme ça, puis ils avaient été très bonnes dans un match à 4. Ça n'a pas déçu. Tabarouette que ça n'a pas déçu. L'intensité de ce match-là, qui suit un match aussi comme quand même très difficile, là, être mis à ce spot-là sur la carte. Et j'ai tellement trouvé que les filles ont été bonnes pour amener le public avec elles, l'intensité que les deux avaient dans leurs coups. L'utilisation également de différents trucs qu'on voit rarement là, même dans la lutte professionnelle, mais à ce niveau-là. Ouais. La première fois, je voyais un néon être utilisé comme une arme. Absolument. J'ai déjà vu dans la scène indépendante, mais je l'avais jamais vu à la WWE ou à la All Elite Wrestling. On l'avait vu quand Nick Gage s'est battu contre Chris Jericho il y a de ça peut-être 2 ans. Là, fait que, mais à part ça, non, c'est rare qu'on le voit. C'est un épée là, de tubes, c'est 3 tubes. Ah oui. T'es ensemble, ça rentrait, là. Ça rentrait, puis il y a quand même un peu de danger avec le petit verre que ça crée là, du néon, la petite poussière de verre. Fait que bref, ça c'était quand même impressionnant. On a utilisé les tables dès le départ, là, un gros espèce de powerbomb sur la table des commentateurs. On a également réutilisé les tables à plusieurs moments dans le match. L'utilisation de poubelles, l'utilisation de chaises, la rampe, on s'est battu là, ça a bien été. On a mis des tacks. On a fait Statlander une split d'un tac. La split d'un tac, ça lookait puis c'était quand même bon. Et avec tout le néon d'en face, que c'était comme fait ouvrir, quand même solide d'en face. Il y a eu des décisions awesome, ce qui est pas peu dire après le match de juste avant où il y en a eu vraiment beaucoup. Un beau finish également, presque plus beau que le match entre Punk et Drew, qui avait un peu. Que c'était la stipulation là, de la corde, mais qu'il fallait toucher les coins à la place. Eux, ils ont décidé, non, la chaîne, elle devient une corde, on s'attache nous-mêmes la chaîne, let's go, finis ça en soumission, ça lookait. Willow qui passe out, là, fait que là, l'arbitre décide de caller le match, mais un beau finish, un beau visuel là, pour la fin. Et à un moment, les deux sont épuisés, ça donne des coups d'avant-bras, la foule était dans le match. Vraiment, si vous avez un match qui n'était pas sur votre radar, parce qu'on s'entend, Ospreay Pac, c'est un peu plus high profile. Là, on va directement, on regarde la carte, c'est le premier match qui attire l'œil, c'est certain. Mais celui-là, Willow contre Statlander, allez le voir parce que c'est un des meilleurs matchs de Street Fight ou sans disqualification que j'ai vu féminin en plus, qui élève puis que tu sens la rivalité qui dure, tu sens la chimie entre les deux. Les deux viennent du même endroit, fait que c'est deux bonnes amis, assurément. Là, fait que il n'y a pas vraiment de temps mort non plus. Là, ça coule super bien. C'est un 15 minutes bien tassé. C'est super bien fait. J'ai noté 2-3 petites affaires comme la table des annonceurs espagnols. Je pense qu'elle a été entraînée par la même table qui est NXT No Mercy. Elle a comme mal tombé. Elle était nerveuse elle aussi. Fait que, pauvre titre, il faut lui donner ça. Parlant de table, gros spot de Statlander dans la table qui voulait littéralement sauter sur Nightingale qui était sur une table. Nightingale s'est tassé, mais pas assez vite qu'il a quand même mangé les jambes de Statlander. Très très beau spot, j'ai vraiment aimé. Et moi, ce que j'ai moins compris, vois-tu, je suis le temps dans le. J'encule des mouches avec ce pay-per-view-là. Moi, la chaîne, j'ai aimé le finish, mais j'ai pas compris pourquoi on a apporté ça. Il n'y a aucun des deux, à aucun moment dans tout le feud, quelqu'un qui voulait pas participer, quelqu'un qui voulait se sauver. L'apporter du côté violent, je comprends, mais du côté psychologique du match, j'ai pas compris pourquoi on s'attachait à un poignet. Ça aurait pu être juste n'importe quel bout de chaîne qui traîne là, on aurait pu égorger, mais de s'attacher au poignet, j'ai pas compris pourquoi puis de où ça sortait. Il y a personne qui a jamais voulu se sauver. Je comprends le visuel, je comprends tout ça, mais ça aurait pu être un bout de chaîne qui traîne là. Surtout qu'on a comme gossé là, à les mettre sur le poignet pendant une bonne minute, là. Même que l'arbitre a fallu qu'elle vienne le faire. Fait que je trouve qu'on a perdu un peu le momentum pour attacher les poignets pour gagner le match 3 minutes plus tard. Fait que rendu là, je suis pas certain de ce bout-là, mais le reste, A1, bravo. Mais je suis quand même d'accord là-dessus. Visuellement, ça lookait, mais effectivement, le lien logique était peut-être moins là. Au niveau du questionnaire, cependant, c'est le match qui a été le moins bien réussi pour tout le monde. D'abord, Statlander, seulement 12% des gens l'avaient victorieuse. Et pour comment ça allait terminer, personne n'avait mis ça allait se terminer par une soumission.
Beaucoup de gens pensaient que Stokely Hathaway allait avoir une altercation physique. Oui. Il n'a pas eu Il a été physique dans les dernières semaines. Moi, c'est ça qui me donnait l'idée qu'il allait être physique là aussi, mais non. Mais non, il n'a pas eu été. Et au niveau des armes qui ont été utilisées, les punaises ont été utilisées. Seulement 25% des gens avaient mis. Et pour le reste, ça a quand même été plus. La personne qui est seulement Statlander saignait. J'ai regardé les reprises pour m'assurer que Willow ne saignait pas. Je crois que c'était le sang de Statlander qu'elle avait sur le front, non pas le sien. Donc seulement Statlander a saigné durant le match. Fait que seulement 25% des gens l'avaient également. Fait que un match qui a duré plus que 12 minutes, et heureusement, parce que j'ai l'impression que j'aurais même peut-être pu en prendre un autre 5, parce que c'est vraiment très bon. Fait que si vous avez un match que vous voulez aller découvrir, là, si vous n'avez pas regardé toute la carte, ce match-là, je vous le conseille vraiment. Ça a vraiment été excellent. Et pas assez proche. S'il n'y avait pas eu le beau Ospreay, le beau Pac, ça aurait peut-être été mon match de la soirée. Fait que bravo aux filles là-dessus. Vraiment, vraiment supérieur à l'autre match de féminin qu'on a eu sur la carte. Qui encore une fois peut-être déçu, on y viendra éventuellement. Prochain match, encore une fois, un match qui n'avait pas beaucoup d'écriture, pas beaucoup d'histoire. Mais avant de se rendre à ce match-là, on a eu un segment avant de se rendre. On a eu un segment avec Will Ospreay qui parle à René backstage et qui call littéralement Ricochet, qui fait comme je t'ai vu nous regarder, je t'ai vu que tu nous voyais, puis je t'attends, je suis là, puis j'ai comme pas compris l'animosité entre les deux. Il y avait un peu un aura de méchant. C'est justement où Ospreay, on dirait qu'il voulait être le méchant là-dedans. Mais quand Ricochet rentre dans la take, on dirait qu'il décroche un peu. Puis là, Ricochet la joue comme reste incarné. Fait pourquoi tu me call out? Pourquoi tu me trash talk de même? Non? Et là, Will la joue, c'est ça, fuck you. C'était comme. C'était bizarre comment ça a été construit. Parce que je sais pas si on veut mettre Ospreay méchant face à Ricochet. Pour cette feud-là, je sais pas si c'est. Je pense pas que. Ok. Ce que je voulais dire plutôt sur ce segment-là ou sur ce qui va suivre ce segment-là, c'est que le match qu'ils ont eu à la New Japan, le match qu'ils ont eu à la PWG, qui sont devenus des classiques, des matchs darling des Indies. Moi, j'ai peur que la barre soit pas trop haute parce que les gars, c'est des professionnels, mais j'ai peur que la barre soit très haute et qu'on ait trop une grosse attente, nous, comme fans, pas eux, pas pression sur eux, sont capables de donner des gros matchs, mais que j'ai peur que nos attentes soient trop hautes. La façon que moi je le bookerais, c'est que tu fais un 2-3 ou tu fais un 4-7, là, peu importe, là, non officiel, là, mais tu fais plusieurs matchs avec des build-up différents dans chaque match pour être capable de se rendre à ce point-là. J'ai l'impression que les fans vont vouloir voir le meilleur match de lutte high-flying avec les deux gars qui ont une meilleure chimie au monde. Les gars, ça fait 10 ans qu'ils sont pas battus ensemble. Il va falloir quand même leur donner un petit break. Fait que je sais pas où ça s'en va. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que ça pourrait être crissement le fun si c'est bien fait. Et moi, j'aimerais qu'on aille un manager, un mouthpiece pour Ricochet, s'il vous plaît. Ça ajouterait beaucoup à son aura, ça ajouterait beaucoup au personnage. J'ai l'impression, parce que c'est pas le meilleur au micro, puis je veux pas qu'il se tire dans le pied en faisant des promos qui vont faire comme « mais ça m'intéresse plus tout ça ». Voilà, c'était mon deux scènes sur ce qui va être la future feud avec Will Ospreay et Ricochet. Ouais, mais j'ai hâte de voir Ricochet qui était très... comment je pourrais dire? Très beige un peu, très gentil beige, là, corporate, à la WWE. Je pense c'est peut-être pas ça qui est en dedans, mais ça pourrait être intéressant qu'il y ait un personnage plus de rebelle, plus méchant, plus badass, qui sac, qui envoie chier un peu plus. Oui, je suis d'accord. Je le laisserais gentil, mais je donnerais le droit de sacrer un peu plus. Puis je pense que ça viendrait vraiment briser l'image qu'on a de lui à la WWE, qui était très juste le gars qui paraît bien. Je suis le super-héros incarné pour les enfants. Regarde, je fais des backflips, là. Exact. Fait que je pense peut-être le rendre un tantinet plus badass, sinon lui donner ta suggestion, un manager pour parler à sa place. Tu sais, le mettre dans la Don Callis Family, ça serait pas si mauvais que ça pour lui. Fait qu'à voir, ça va vers où, mais oui, je pense aussi un build-up comme ça pourrait être intéressant. Ça nous permettrait également de peut-être avoir des matchs de semaine avec eux. Surtout si on a un premier match où c'est un vol de pin ou un petit paquet, un Ospreay qui perd par un petit paquet avec Ricochet qui est capable de bien vendre ça, là, ce type de mouvement-là. La fluidité de bien faire un pin sur un petit paquet. Fait que, à voir, ça va vers où.
Et là, on va aller au match entre Kazuchika Okada, Mark Briscoe, Orange Cassidy et Konosuke Takeshita. Un match qui a été décidé la veille à Collision/Rampage. Et finalement, c'est toi qui avais raison. C'est Mark Briscoe qui s'est rendu et non pas Lance Archer. Fait que t'avais un meilleur pif là-dessus, mais on a quand même eu les deux autres, les deux. Et écoute, ça a été un match... c'est difficile à... Il y a quand même eu plus de construction à l'intérieur du match que ce que j'aurais pensé. Ouais. Notamment avec le fait qu'on ait Briscoe et Orange qui sont un peu dans la même équipe. Et un peu d'historique entre Takeshita et Okada qui sont comme un peu fait des face-à-face à travers le match aussi. Ouais, c'est des belles allusions à la lutte japonaise où Takeshita a grandi avec DDT, la fédération, la 2 ou 3e plus grosse fédération de lutte au Japon, tandis qu'Okada, on connaît là, avec toute la New Japan, tout son historique. Fait que de voir ces deux lutteurs-là qui arrivent de deux fêtes différentes, mais qui sont des extrêmement bons lutteurs, c'est le fun de voir tout ça. Et moi, j'ai noté que j'espère que la prochaine feud d'Okada va être Takeshita pour que Takeshita puisse lui voler la ceinture. S'ils peuvent nous faire une feud qui dure 2 mois avec ces deux-là puis qu'on finisse avec un match complètement fou, zinzin dans la tête, ça serait excellent comme feud. Sinon, pour le match comme tel, feu roulant de mon bord, là, j'ai vraiment aimé. Briscoe. Un 15 minutes aussi pour celui-là, fait que c'est bien tassé. C'est à 4, fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort. Non, vraiment pas. Les briseurs de pin, bien aimés aussi. Oui. Mark Briscoe et Orange, si tu as remarqué, ils brisaient tout le temps le pin quand c'était un de leurs amis qui était... Belle équipe, belle solidarité d'équipe. Fait que ça, c'était le fun, parce que ça faisait et tout, que ça décrédibilisait pas nécessairement les finishers. Mais ils respectent aussi la lutte parce que, il y a eu un gros spot comique où les deux faisaient comme faisaient croire de se frapper, là. Puis là, ils finissent avec un high five, puis finalement, ils s'en donnent des vrais, mais ils respectent assez, ou ils comprennent assez c'est quoi la lutte pour pouvoir se frapper pour de vrai d'en face avec des avant-bras. Fait que il y a un respect dans la conglomération qui est là pour la lutte. Fait que j'aime bien ce qui est donné. Fait que, ouais, moi, ça n'a pas été mon match, mais j'ai vraiment aimé. Ouais, puis on a eu un beau tombstone de Takeshita qui a été modifié ensuite en suplex. Ça a bien rentré, cette espèce d'enchaînement-là. Fait que, et au niveau des questions, j'ai demandé combien de Rainmaker il allait avoir, hein, parce que c'est très protégé le Rainmaker, mais il y avait 3 autres personnes qui auraient pu en faire plus qu'un. Il y en a fait effectivement plus qu'un. Il en a fait 2. Fait que un sur c'était-tu Briscoe? Un sur Briscoe puis un sur Orange. Et c'est Orange qui a mangé le tombé. Ouais. Pour laisser la victoire du côté d'Okada, peu sans surprise. On continue de saupoudrer le personnage d'Orange vers possible turn de prendre un pin comme ça. J'ai hâte que. Peut-être pas que ça va jamais arriver, puis c'est juste un tease qui va durer longtemps, mais je sais pas. Mais j'ai l'impression que cette année, il est définitivement pris dans le mid-card, puis il sert un peu de jobber de luxe aux gens au-dessus de lui. On attend le bon moment pour peser sur le piton, puis le remettre en haut. L'envoyer. Ouais. Mais effectivement, j'ai l'impression que ça sera peut-être pas cette année, mais présentement, il est dans ça, cette espèce de milieu de carte là, avec la conglomération. C'est ça, exactement. Fait que un match sans très peu de surprises, fait que ça a été bien répondu dans le questionnaire. Et ça a duré tout juste plus que 15 minutes. Sorti mon chrono là-dessus. 15 minutes 2 secondes. Fait que tout juste au-dessus. Fait que si le pin avait été plus rapide, ça a été en dessous. Fait que là-dessus, c'était serré dans le décompte. Fait que ça a été plus excitant pour moi de faire ça. Je me suis ajouté du drama. Et on enchaîne avec peut-être le match, encore une fois, c'est plate, mais le plus décevant de cette carte-là. Ouais. On a Mercedes Moné contre Hikaru Shida. Et Tabaret Moné n'est pas sur une bonne lancée à All Elite Wrestling. Même si elle a la ceinture, même si elle n'a aucune défaite encore, on dirait le gâteau pogne pas. Ça fonctionne pas. On a tenté, lorsqu'il est arrivé, de la mettre gentille. La foule l'a rejeté. Par la suite, on l'a changé clairement en méchante. Là, ça marche pas non plus en méchante parce qu'on lui donne pas des bonnes babyface en face à long terme. Parce que c'est ça qui est le fun quand tu es une méchante au sommet. Tu veux avoir des gens qui courent après la ceinture. C'est quelqu'un qui est crédible, quelqu'un que tu peux t'attendre qui vole la ceinture, qui aille chercher la ceinture. Surtout quelqu'un qu'on le construit, qui va aller la chercher et non pas juste « Ah, parfait, dans un collégial, on a décidé que c'était cette personne-là. » Et c'est la construction de ce match-là. Hikaru Shida qui, sorti nulle part, gagne le match.
Alors que, tu sais, c'est une championne 2-3 fois de la ceinture. C'est quelqu'un qu'on aurait pu construire à beaucoup plus long terme que ça. Mais on a décidé de le faire. L'introduction de ce match-là, je sais pas si c'était comme un clin d'œil ou une manière de manquer de respect. Il y a un petit comme appropriation culturelle de la part de Mercedes Moné qui arrive semi-habillée en japonaise lors de son entrée. Je sais pas si ça vient un peu mettre un peu d'huile sur le feu, mais tout ça, le début de match, Shida, très fâché de ça. C'est un peu ce qu'on a construit à travers du match, parce qu'il y a même un moment où on vend qu'elle va peut-être snapper puis donner un coup de kendo stick, puis finalement, elle s'arrête. Mais tu sais, avec le peu de construction qu'on a eu, je comprenais pas pourquoi il y avait cette rage-là en dedans, que je vais peut-être tricher tellement que je t'aime pas. Fait que le seul lien que j'ai vu, c'est ça. Elle s'habille en japonais, peut-être ça l'a fâché, mais tu sais, si je dois écrire l'histoire dans ma tête, c'est que t'as pas bien écrit ton histoire. C'est ça. Et c'est malheureusement le cas. Ça a été très répondu dans le questionnaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de surprises. Mercedes Moné qui garde et pas vraiment eu d'intervention. C'est peut-être le seul moment un peu est-ce qu'il va y avoir une intervention ou pas de Camille vu qu'elle est backstage. Elle ne pouvait pas être aux abords du ring. Elle n'a pas réussi à venir. Il n'y a pas eu de ref bomb. Et ça a duré plus de 15 minutes quand même. Cette fois-ci, de très peu, cependant. Ça aussi, ça a été 15 minutes 3 secondes. Ça s'est joué par... La lutte était quand même correcte, dans le sens où il n'y avait pas de chimie entre les deux. C'était pas le match justement, qui était pas le plus facile à suivre quand faut que tu réfléchisses justement à tout ça, à l'histoire et au match. C'est pas l'idéal. Ce qui a volé la vedette du match, c'est la perruque à Monet qui restait pas sur sa tête. Là. Et, je sais pas si t'as remarqué, là, mais. T'es un petit peu. T'es pas facile du côté de ses cheveux. Puis quand tu remarques des détails de même, c'est parce que tout ce qui est autour est pas assez intéressant pour que le focus soit là-dessus. Je sais pas se poser. Quand Sasha Banks luttait à la WWE, elle apportait aussi des perruques. On n'a même jamais pensé à ça, jamais vu ça. Puis malheureusement. Ça n'a pas collé. Encore une fois, un match de Mercedes Moné qui a le potentiel ou a déjà été ou est peut-être encore une des meilleures lutteuses présentement dans le monde de la lutte, mais qui ne réussit pas à livrer. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas qu'est-ce qui manque, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Je sais pas une histoire, je pense, c'est ça qui manque. Il manque des histoires en ce moment autour de cette ceinture-là. La fin de match, corrige-moi si je me trompe, mais je sentais un peu Moné froissé. C'était très stiff dans la fin de match. Et je comprenais pas trop pourquoi. Même, je sais pas s'il y a eu un mouvement qui a peut-être fait plus mal ou il est peut-être semi-raté du côté de Shida qui est atterri au mauvais endroit. Pas remarqué. Mais lors du finish, puis même lorsqu'elle prend la ceinture, tu sais, elle sent très frustrée face à Shida. Puis c'est pas frustré comme au niveau de l'histoire. Ça sentait comme les deux artistes, genre, frustrés après l'autre. Fait que c'est peut-être juste moi qui ai vu des choses que je voyais pas, mais je chantais Moné. Elle transpire beaucoup, là, c'est tough. Quand elle est fâchée pour vrai, là. Mercedes Moné, puis on dirait que je la sentais dans un état d'esprit où elle était pas contente, soit du match, soit d'un des mouvements que Shida avait fait. Mais, nous, on est capable de voir que c'est pas... Elle n'est pas mise dans la meilleure des situations où elle réussit pas à livrer ce qu'elle voudrait livrer. Elle doit être au courant, elle doit être consciente de tout ça. Si nous, on le voit, elle est dedans, elle doit le voir. J'ose croire qu'elle est capable de ressentir que ça colle pas. Il y a peut-être... elle peut-être voyait ce match-là comme un match rédemption où je vais retourner au top, je vais être capable de livrer quelque chose. Le match de la carte, ça va être nous, puis elle n'a pas été capable de le faire. Fait que c'est peut-être cette frustration. Surtout avec l'autre match féminin qui a vraiment volé, selon moi, la vedette de cette carte-là. Fait que bref, à voir. C'est peut-être le match que vous pouvez skipper si vous avez pas de temps et vous voulez pas écouter toute la carte au complet. Fait qu'encore une fois, c'est plate, mais Mercedes Moné ne réussit pas. Elle a été payée cher pour aller à All Elite Wrestling. À la date, j'ai hâte de voir, mais elle me fait un petit peu penser à Jay White. Jay White, oui. On dirait que ça lève pas comme Jay White en ce moment, Mercedes Moné. Je suis d'accord. Elle a toutes les opportunités au monde, mais... des outils aussi. On le sait qu'elle est capable de faire. Oui. Main event de WrestleMania, Night 1, avec Bianca Belair. Chris, de bon match. Mais non. Oui. Puis toute la rivalité avec Charlotte Flair, excellente et tout. Fait que, à voir, mais il va falloir que quelque chose se passe là-dedans si on veut redresser le bateau. Ensuite, prochain match, un match qui était... moi, je trouvais que c'était un peu un test pour Jack Perry. C'est Bryan Danielson qui était champion contre Jack Perry. Match pour la ceinture du monde et potentiellement la fin de la carrière de Bryan Danielson. Parce qu'il l'a annoncé, la prochaine fois qu'il perd,
ça va être la fin de sa carrière à temps plein. Il va pas nécessairement mettre fin à sa carrière au complet, mais la carrière à temps plein. Et on a tenté fort du côté des commentateurs là, de nous vendre que ça allait peut-être être Jack Perry qui allait mettre fin à ça. À aucun moment, on n'y a pas cru. Et tu sentais et tout que c'était très... on nous le mettait dans la gorge un peu trop souvent. Ouais. L'entrée, cependant, j'étais comme peut-être. Il y avait comme une entrée spéciale de Jack Perry que j'ai plus ou moins compris. Pourquoi il arrive avec plein de bodyguards habillés genre en semi-SWAT. Les Young Bucks, ça faisait du sens, mais le reste des gens, j'étais comme pourquoi ils sont là, eux autres? Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Puis finalement, ils n'ont rien servi d'autre. J'ai jamais été violent contre Danielson. Ça n'a jamais été raconté. Cette histoire-là, ça n'a jamais été souligné, le fait qu'il peut être une menace. Là, je sais. Et je trouvais beaucoup plus l'angle qui a été un peu plus construit lors des segments vidéo, qui était son rêve, c'était d'affronter Danielson. Et là, ce qui est arrivé à côté. Je trouvais cet angle-là plus intéressant. Puis là, on nous arrive avec un SWAT team que j'ai plus zéro compris. Fait que, encore une fois, peut-être c'est moi qui on écoute toute la All Elite. Fait que, si nous on comprend pas, beaucoup de gens comprennent pas pourquoi il y a un SWAT team qui rentre avec Jack Perry. Danielson qui arrive avec Final Countdown, ça j'aime ça. J'espère qu'il va le garder jusqu'à la fin, même si ça coûte cher les droits de cette chanson-là. Mais sinon, le match en tant que tel, bien. Mais c'est Danielson qui tire, qui carry un peu le match. Ce qui m'a un peu déçu de Jack Perry parce que là, ce qui était en version Jungle Boy puis en équipe, je trouvais qu'il était capable de faire quand même des bons matchs techniques. Puis là, on dirait que ça a moins pogné. C'est vraiment Brian qui a une chance qu'il était dans le match parce qu'il a réussi à l'élever, mais il a de la misère. Il est-tu rendu lâche? Il est-tu rendu... Ben, en tout cas, son booking ou son style qu'il a maintenant, on dirait qu'il veut plus flipper, il veut plus rien faire. Peut-être parce qu'il veut pas que la foule l'aime, mais en même temps, je trouvais que c'était bien dans son arsenal. Il faisait du springboard, puis tu peux le faire un peu comme Pac, le faire quand même de manière méchante. Ben oui. Être impressionnant. Mais tu sais, il a jamais été méchant de toute sa carrière. Fait que peut-être qu'il est encore en train d'essayer de chercher les codes puis de trouver comment le faire. Mais tu sais, contre Danielson, ça aurait été l'opportunité justement de faire comme on s'assoit, on monte un match qui se peut pour que je sois capable de sortir un bel arsenal, pour être capable de me découvrir comme méchant. Puis j'ai l'impression que ça n'a pas été fait. C'est Danielson qui a fait des gros moves. C'est lui qui a fait le cannonball de la troisième en dehors du ring. Ouais. C'est lui qui a complètement carry ce match-là. Là. Fait que, en tout cas, ça m'a surpris. J'étais vraiment comme si c'était un petit test pour Jack Perry. Puis malheureusement, il passe, mais il passe à la fesse. Là, il passe avec un C. Puis je suis comme, on dirait que t'es peut-être pas encore prêt pour le main event. Autant qu'un Bryan Danielson l'est présentement. En milieu de match, on a eu, vers la fin quand même, un espèce de ref bomb qui a permis aux Young Bucks d'arriver, de venir intervenir. Fait que c'est une des questions, est-ce qu'il va y avoir une intervention? Il y en a eu une. Et qui n'arrive pas pour sauver. Et là, c'est là tout le côté que je comprends rien de toute l'histoire. Puis c'est là que je vais expliquer parce que c'est dans ce match-là qu'il y a le payoff de tout ça. Ouais. Mais dans le match entre The Elite et les Young Bucks, Claudio et Wheeler Yuta sont contre les Young Bucks. Ils veulent la ceinture, ils sont pas dans la même équipe. Clairement. Là, encore une fois, dans ce match-là, les Young viennent, Claudio vient, Wheeler Yuta vient, on vient clearer le ring. Ils sont pas dans la même équipe, encore une fois. Absolument. Mais Moxley, il était un peu dans l'équipe de The Elite. Ouais. Quand on l'a vu lors du dernier Dynamite. Qui vient Backstage, donne un petit commentaire. Comment t'es un bon jeune. Exact. Fait que là, moi, dans ma tête, c'est Moxley qui est plus là-dedans pantoute. Ouais. On dirait la logique d'avoir Claudio qui est aussi là-dedans, ainsi que Pac qui vient faire un nouveau clan un peu bizarre. Puis là, ils ont une ceinture à 3 avec Wheeler Yuta qui est plus là-dedans. Ça va vraiment être comme bizarre au niveau scénaristique. Mais explique tout ce qui s'est passé. On va passer au travers des étapes de ce qui s'est passé à la fin là, pour pouvoir se rendre dans cette analyse-là. Fait que finissons le match. Le match se termine avec justement quand même une belle fin, mais classique Brian où il fait ses yes, ses ni. Des beaux sells quand même là-dessus, là, Terry. Des beaux sells de Jack Perry, là, quand il vend le Psycho Knee, puis il flippe, là, il le vend, il revole, là, c'est super beau. Ouais, c'est super beau, c'est un des bons moments. Puis l'autre beau moment que j'ai apprécié au niveau du sell de Perry, c'est là ce qui s'était fait pris dans la prise où il est un peu dans les airs. Puis là, il prend la tête, tout ça. C'est pas tout le monde qui a de se faire prendre la tête dans une position comme ça. Lui, il a réussi, fait que là-dessus, bravo. C'est les deux seuls points que je vais donner à Perry dans ce match-là. Le troisième que moi j'ai bien aimé, c'est à la fin, quand il accepte la défaite, puis il est juste comme... Ah ouais, viens-t'en. Viens-t'en, ouais. C'est un peu comme Jésus, pour ne pas le nommer. Fait que, ouais, j'ai bien aimé le... Ouais, c'est ça. Ben, il écoute tout. Il écoute présent.
Omniscient. Fait que le no-sell à la fin des claques d'en face peut un peu manquer de respect de Bryan. Je trouvais c'était très bon dans le match. Je trouvais que ça ne fitait pas avec le côté du build-up. Mais c'était très bon pour le no-sell de Bryan qui revient face à ça. Par la suite, les Buzz-Iconi et la victoire de Bryan là-dessus. Fait que, bref, le match se termine comme ça. Et là, après le match, qu'est-ce qu'il y a pas? Il y a un peu un WTF qui arrive avec la chanson de Kill Switch qui arrive. Ouais. Fait que là, on se souvient le lien avec Luchasaurus. Là, je trouvais ça intéressant. Je suis comme, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ramènent Luchasaurus avec Perry. Ça serait vraiment intéressant. Un méchant serait malade. Là. Ça serait vraiment bon, là, les deux méchants dans un autre style. Finalement, non. C'est la chanson de Christian qui pop. Christian arrive avec son contrat. Je vais aller cash in, comme il l'a déjà fait dans d'autres cas. Mm-hmm. Et là, c'est là le début que la roue elle débarque pour moi au niveau de la logique. Parce que là, t'as tout le BCC qui rentre. Là, c'est ça, j'ai mis mon gilet. Toi, la dernière fois. BCC rentre, vient protéger Bryan. Fait qu'à la date, je suis comme, ok, parfait. Tu sais, The Elite est plus là. Parce que là, on a fini le match avec Perry. The Elite est plus là. Fait que là, c'est vraiment le patriarche, le clan du patriarche contre le BCC. Oui. Ça fonctionne. Toute la logique est tenue. Fait que là, on fait va-t'en, Christian, avec ta gang, nous on protège notre chat. La foule est contente, il y a des yes. On vient dans le ring, on prend des câlins. Gros câlin avec Moxley qui était comme au-dessus là que ça turn. Parce qu'on s'entend, on le voyait venir un petit peu avec cette fin-là. Tout le monde était froid. Moi, j'ai mis dans mes notes, là, j'ai comme, à ce moment-là, j'ai fait comme, il va se passer quelque chose de bizarre parce que c'est trop froid. Là. C'est pas la même ambiance que d'habitude. Tout le monde porte des gilets blancs. Tout le monde n'a pas des... Ouais, ils ont tout leur gear du Blackpool Comeback Club. Tout le monde était t-shirt blanc, jeans. Je comprends. Il y a Pac qui est là-dedans et tout. Fait que là, t'es comme, ok, ils sont dans le trio ensemble. Ok, ça marche. Il est rendu dans le BCC. On était pas clair, mais là, on le clarifie. Il est dans le BCC. Et là, un peu, sorti de nulle part, on s'attend à ce Moxley qui frappe Bryan. Et non, c'est Claudio qui frappe Bryan. Là, j'ai pas pris, mais j'ai comme tabarouette. Ça se peut que ce soit la rivalité qu'on veut nous vendre. Et là, finalement, non. Moxley et tout, il est du bord de Claudio. Et Pac aussi est du bord de Claudio. Mais pas Wheeler Yuta, qui est triste de tout ça. Parce que on a voulu tuer Bryan Danielson, Moxley, qui a fait quelque chose qui est vraiment pas écologique, qui a utilisé un sac de plastique pour mettre sur la tête de Bryan Danielson pour essayer de le tuer ici, Monac. Ça va, la gang? Ah ouais, pis ça, pour vrai, c'est le genre de... Tu sais, genre, pourquoi ils mettent des pubs à WWE souvent de « Don't try this at home », là. Parce qu'il y a des choses qui sont trop facilement faisables. Tu sais, on s'entend un RKO, c'est difficile à faire comme quand t'es un moldu. Mais mettons, un curb stomp, c'est plus facile. Puis mettons, mettre un sac de plastique sur la tête de ton ami, parce qu'on joue à ça, c'est aussi très facile. Fait que c'est peut-être un angle que j'ai pas apprécié. Je suis d'accord. Même si on s'entend, l'élite, c'est moins visé vers les enfants, c'est des images que c'est pas le fun tant que ça à voir. Mm-hmm. C'est facile à reproduire à la maison. Ça peut peut-être mettre des idées dans la tête de gens qui vont moins bien, ou peu importe, qui jouent et qu'il y a des accidents qui arrivent. Fait que ça, j'aime pas tant ça, le fait que ce soit un sac. Même la foule, c'est pas trop comment réagir, parce que ça met à faire le chant « This is a murder, this is murder, this is murder », ouais. Une fois qu'on entend ce chant-là. Fait que c'est un meurtre, c'est un meurtre, c'est un meurtre. La foule cheer pas, est pas fâchée non plus, et plus en... Elle est mélangée, elle comprend pas. Elle est mélangée, semi en... c'est un peu de mauvais goût ce qu'on voit, mais on la regarde. Mais pas... En tout cas, c'est tellement bizarre, toute cette scène-là. Après, la logique de tout ça, Wheeler Yuta qui capote. Et là, Wheeler Yuta, il y a une ceinture avec les deux autres. C'est ça. Comment ça va se faire, ça? Comment ça va se dénouer? Après, pourquoi Christian, il revient pas? Oui! Il vient de se faire kick-out du BCC. BCC vient de tourner. Fait il revient, Christian, cash-in, tu vas être champion. Mais non, il revient pas. Là, la logique de tout ça fonctionne pas non plus. Puis ensuite, pourquoi t'as un match en début de pay-per-view, en The Elite, où t'es fâché contre eux, pour qu'à la fin, t'es un peu dans leur équipe avec Moxley. Tout ça, comprend rien. Ils vont nous l'expliquer à Dynamite. Ils vont mettre des raccourcis scénaristiques, mais l'effet wow, tu sais, mettons un bon turn, c'est quand tu le vois pas venir, mais quand ça arrive, on dirait que t'avais juste toutes les pièces du puzzle étaient éparpillées, puis ils viennent, pouf, en une seconde, ils viennent toutes de se mettre, puis l'image est claire. Mm-hmm. Là, on dirait que t'as coupé tes morceaux de puzzle pour qu'ils rentrent, puis que t'es as donné des coups de coude d'en face, puis on va les mettre dans un sac de plastique pour être certain que ça rentre comme il faut, parce qu'on comprend pas trop, même si je pense que c'est le bon move, là. C'est le bon move de faire Moxley contre Bryan, mais je comprends pas le chemin qu'on a fait pour se rendre là, puis je comprends pas pourquoi il y a une tentative d'assassinat d'une équipe qui se tient depuis 1 an et demi,
qui est comme ça, dans l'adversité, que même quand ils ont des matchs un contre l'autre, c'est dans le respect. Et là, tentative de meurtre, la moitié de l'équipe part avec quelqu'un. Hâte de voir. Si on nous a donné des indices, oui, depuis le dernier 6 mois, il n'était pas clair, les indices. Depuis le début, le Blackpool Combat Club n'est pas un clan qui se tient ensemble, autre que pour s'entraîner, pour arriver plus fort dans le ring. Claudio et Utah, parfait, c'est une équipe, je mets des guillemets ici. Fine, c'est correct, mais on s'entend que c'était pas un clan qui marchait ensemble backstage, qui arrivait sur le ring tout le temps ensemble. C'était très séparé ou fragmenté comme club et comme stable. Puis ça fonctionnait, on était capable de vivre avec ça. Mais là, s'ils nous font comme « Ah, ça fonctionne plus, notre synergie, notre cohésion depuis quelques mois. » Fait que puis c'était Daniel le problème parce que c'est lui qui se tenait un peu à l'écart puis il suivait. Ça marche pas, ça fonctionne pas parce que depuis le début, vous êtes solidaires, mais vous n'êtes pas ensemble tant que ça à la télé. Fait que si c'est ça la raison, ça fonctionne pas. Pour moi, mais moi, je comprends pas le Moxley. Moi, je peux voir un petit peu Claudio, parce qu'on a vu des petites tensions entre Claudio et Brian, notamment autour des matchs où c'était des matchs moins techniques et plus dangereux, les anarchies dans l'aréna, où Claudio était tout le temps « Non, Brian, fais pas ça, c'est pas ton style de match. » Ça, je le voyais plus. Encore là, Moxley, je comprends pas. Il vient de revenir d'un run à New Japan. Pourquoi Marina Shafir est là? Ouais, c'est ça, exact. Pourquoi elle aussi est dans le portrait? Pourquoi t'as décidé que Wheeler Utah, on ne le mettait pas au courant du plan? Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui. Je comprends rien de tout ce qui vient de passer. Pourquoi Pac est rentré là-dedans, comme si c'était depuis le début le plan de le faire rentrer dans ce nouveau clan-là. Fait à voir comment ça va se dessiner. Je pense quand même que c'est le bon move de mettre Brian pour la ceinture, parce que c'est les deux vedettes, que c'est les deux aussi plus gros noms de l'autre côté qui sont venus à l'All Elite Wrestling. Tu veux cet affrontement-là. Je pense que je l'aurais juste construit tantinet différent. Mais félicitations cependant à Fortune Cookie dans le questionnaire qui, tu sais, à la fin, on peut mettre un commentaire pour les Elle l'a callé. Elle a callé. Prochaine feud de Bryan Danielson. Moxley tourne durant le pay-per-view contre Bryan. Fait que bravo à Fortune Cookie qui l'a mis dans le questionnaire que je nomme ici. T'as pas été dans le top 3, mais t'as le call. Puis si je pouvais mettre des points bonus pour ce call-là, t'en aurais eu beaucoup parce que, effectivement, quand ça arrive, on le voyait venir, mais avant ça, tu sais, il se dirigeait vers Darby Allin. Fait que le Misdirection était bon. Puis là, ça aussi, comment on va comme attacher ça avec Darby Allin. là-dedans, c'est ça. Fait que, bref, à voir. C'est quand même très surprenant. J'ai pas aimé le sac. J'ai le sac de plastique sur la tête. J'ai pas aimé la logique de tout ça. J'espère que ça va être précisé. Il faut qu'il nous l'explique de fond en comble. Mais il va falloir que ce soit mis au clair mercredi. Surtout que c'est très cryptique ce qu'il dit déjà depuis le début avec Darby Allin. Fait que, à voir comment. J'ai compris, par exemple, quand il a parlé à Tony Schiavone, il parlait au travers de Tony Schiavone pour parler à Tony Khan. Il parlait pas directement à Tony Schiavone. Okay. Ça a été. J'ai réalisé ça là, par après, là, parce qu'on en a parlé là, il y a 2 semaines. Là. Ce bout-là bizarre, mais ça au moins, ça a été réglé. Fait que, on s'enligne peut-être pour vraiment un clan d'élite / les rebelles qui veulent pas Tony Khan versus un clan plus pro Tony Khan. C'est peut-être ça l'histoire ultimement qu'on nous raconte. Peut-être. Ouais. Mais si c'est ça... Oui, parce qu'on a remis le clip où Perry frappe Tony Khan dans le ventre avec le micro. Fait que, ouais, peut-être. Je pense que c'est ça, le endgame de tout ça. C'est juste que Tony, c'est pas tant un personnage qu'on voit à l'écran. C'est bizarre de faire tourner l'entièreté de la compagnie sur une rivalité. Ouais. Oui, c'est le proprio, mais qui est pas autant impliqué qu'un Triple H, qu'un Vince McMahon à l'époque. Fait que, bref. À voir. Dites-nous comment vous avez passé, parce que je pense que l'effet de surprise, oui, il était là, mais je pense que après, ça donnait beaucoup de questions, ce segment-là. Puis, tantinet mauvais goût pour moi, le sac de plastique sur la tête. D'accord. Fait que, ensuite, on s'enchaîne vers, c'était même pas le main event, peux-tu croire, avec tout ça. Ça aurait mérité un main event à quel point il y a eu des surprises dans ce dernier truc-là. Ouais. Là, on a décidé de mettre le main event vers le match qui était peut-être le mieux écrit au niveau storyline. Plus de risques également dans ce match-là. Beaucoup de risques les deux lutteurs ont pris. Et c'est la meilleure histoire, la meilleure rivalité qui a été racontée pour venir à ce pay-per-view-là qui a été construit en 2 semaines. Mais enfin, on avait un match qu'on sur le long terme pour cette carte-là. Et c'est Swerve Strickland contre Hangman Adam Page.
la rivalité très personnelle entre les deux, que t'as très apprécié, toi, de ton côté. Oui, c'était mon deuxième match préféré. J'ai compris le Lights Out, c'est parce que c'est pas sanctionné par la All Elite. C'est juste la All Elite n'endosse pas ce que les gars vont se faire. Donc c'est pour ça que sur papier, c'est le main event. À la télé, c'est le main event. Mais ce qui va être dans les stats, ça va être le match qui était juste avant. Exact. Donc le match de Danielson. Mais ils ont fermé les lumières quand même. Ils avaient gardé les lumières ouvertes, là, on s'entend. Là, non, mais ils ont fermé au début, puis là après ils ont rouvert. C'est ça, mais c'est ça le signe, c'est que tu fermes les lumières, puis là t'es rallumes, puis là ben t'es plus. T'es comme. Il me semble qu'il y a un avocat qui a dit si tu fais ça, t'es plus attaché à ce qui va se passer, puis personne ne peut te poursuivre par la suite. Moi, quand je fais mes vols de banque, là, je ferme les lumières de la banque, j'y rallume, puis là, je peux prendre l'argent, mais ça dérange pas, c'est pas sanctionné. C'est lights out! Lights out! Lights out! Fait que la seule façon de gagner, c'est par knockout, par pinfall ou par soumission. Donc la cage, elle est là pour se faire mal, j'imagine. Ouais. C'est pour enfermer les deux, c'est ça. C'est ça, pour vraiment garder un aspect, là, la violence, ça se passe là, mettre de l'emphase là-dessus. Ça m'a un peu gossé au début, parce que comme si tu mets une cage, pourquoi? On l'a utilisé un peu, mais pas tant que ça. Elle n'a pas fait partie de l'histoire. Fait qu'il aurait pu ne pas avoir de cage. Ça n'aurait rien changé à partir de là, sauf utiliser comme arme. On commence... Au niveau de la logique pour la cage, ils ont tenté de l'expliquer tout le long de Peru, mais c'était comme pour protéger également les familles. Pour que la violence reste conscrite à l'intérieur de la cage et que ça l'arrête de déborder vers l'extérieur, vers des maisons qui partent en feu, tout ça. Ça, c'est une cage. Là, ils font. Parce que tu peux expliquer une cage métaphorique. T'es pas obligé de mettre une vraie cage non plus. En même temps, la lutte, c'est ce qui est magique. C'est que des fois, une métaphore devient la réalité. Ouais. On a mis une cage autour du ring. La cage descend et les deux gars ont commencé déjà à se battre. Le match, techniquement, n'est pas encore commencé. La cage descend et Hangman est comme. Moi, je vais faire exploser. Pas Hangman, mais soit comme je vais faire exploser la tête. Moi, le mettre là, la cage va descendre, sa tête. Puis il est comme pas conscient que la cage descend. Puis c'est Nana qu'il faut qu'il vienne les pousser. Qui est comme tassez-vous, les gars, vous allez mourir les deux si vous restez là. Gang de cave. La cage descend, ding, 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 le match commence. On a quand même rentré un espèce de back. Un back. Un back, une coupe de table aussi. Ouais, une table, une chaise et un back à surprise. Et la veste tout a été bien utilisé, ça. Tout a été très bien utilisé. Tous les éléments qui étaient à l'intérieur de la cage ont été très bien utilisés. Et on va commencer tout ça avec un beau staple gun. On va se... Là, attends, là, je vais prendre un peu mes fleurs à moi. Vas-y. Hey, le questionnaire, j'avais quand même mis des trucs audacieux dans quelle arme elle a été utilisée. Et j'ai quand même eu le ciment, le staple gun. Le feu n'a pas été utilisé. Il y a eu un chant de feu, par exemple. We want fire. Il y en a eu un chant, mais c'était pas du vrai. Écoute, là-dessus, je connais bien ma lutte quand même, parce que je me rappelais que c'était tous des éléments qu'ils avaient utilisés dans la construction des autres matchs. Et ils ont décidé de les ramener. Avec Keith Lee dans le temps qui était là aussi, là, et tout ça. Là. Puis les staples, c'est dans le match Texas qu'ils l'avaient bien utilisé. Fait que là-dessus... c'est ça, j'étais quand même content de ma chute. Quand je voyais ça, on dirait que c'était sûr que j'étais comme ça sera sûrement pas là, mais je les ai mis. Puis tabarouette, ils ont été utilisés, fait que j'étais content. Puis très bien utilisé. Surtout le ciment, là, il a été très très tout bien. A été. Est-ce que ce match-là est plus dur à regarder que le Texas Deathmatch? Je sais pas. C'est très différent, je trouve. À regarder par moment. La fin, j'ai pas pu le regarder la fin, on y reviendra. C'est ça, fait qu'on part avec le staple gun, on vient se brocher le chest, on vient se brocher le dos. On a même broché une petite photo de Hangman avec sa famille à l'enfance et tout ça. Dans la joue qu'on a arraché par la suite, comme on arrache un band-aid, un plaster. Pas clair, ok, mon esti. Dans ce qui a été utilisé, donc une brocheuse, des barbelés. La cage a été utilisée comme arme. Une chaise, l'arbitre a été utilisé comme arme parce qu'on a fait un buckshot lariat sur l'arbitre. Je l'ai mis dans ce qui a été utilisé comme arme. Le semi-botché, le petit buckshot. Oui, mais c'était là pareil. La table, le bout de bois brûlé et pointu de la maison de Swerve a été utilisé comme arme aussi. Fait que t'es très varié dans tout ce qui a été utilisé. Il y a eu un beau spot où on a eu un house call suivi du buckshot un peu botché. Les deux ont réussi à kick out de leur... beaucoup de kick out, de trucs que t'es comme... Ils sont morts là-dessus. Puis même les commentateurs sont comme... Ils peuvent pas kick out. Puis ils kick out tout le temps. C'est le réflexe, c'est les nerfs qui ont fait kick out parce qu'ils sont tellement... C'est du muscle memory. Oui, c'est ça, vous me dites ça à chaque fois, là. Stick.
coups de chaise de Swerve sur Page qui sonne. Les coups de chaise là, dans le dos, là, j'étais comme... Il veut s'assurer que les tacs rentrent dans le fond. Hein. Il veut s'assurer que les tacs sont bel et bien dans la peau, puis ça va rester là comme ça reste sur les poteaux de téléphone. Pacloud, les coups de chaise, ça sonnait en esti. Maintenant, le spot du bloc de ciment... deux spots des blocs de ciment, j'ai vraiment aimé ça. C'est très dangereux et bien fait. Le deuxième, tabarouette. Il est tombé carré. Le premier, mais le premier a fait plus mal probablement. Ouais, parce qu'il a comme graffiné le dos, là, mais le deuxième, il est tombé carré dessus. Là. Direct dessus. C'est un vrai bloc de ciment. Là. C'est pas un faux bloc de ciment. En fait, il avait eu un faux lors d'un des matchs, mais non, ce coup-là, c'était un vrai. En tout cas, c'était pas un vrai. Il était résistant, il était très bien fait. Et tabarouette que ça la foule avait mal. Tu sais, quand le cri que t'entends, c'est pas un « wow », c'est pas un « yeah », c'est un comme « ah ». C'est ça le cri que comme 10-15 000 personnes font. Très bien utilisé. Quelque chose qu'on voit pas souvent aussi, c'est quand même dangereux. Et on l'a vu parce qu'on l'a manqué lors du premier. Et lors du deuxième, il tombe direct dessus. Bon, c'est pas raté, mais c'est sûr que ça fait mal. Ça fait pas du bien au dos atterrir là-dessus. Bravo aux deux gars d'avoir mis en danger leur corps de cette manière-là. J'ai un petit peu après le premier spot, j'ai vraiment apprécié un super beau spot qui n'est pas le plus impressionnant, mais il a tellement été bien exécuté. Ça a été un swerve stomp à travers la table. Oui, tellement bien fait. Il était combien de fois qu'on fait un genre de move comme ça, mais la table casse pas ou on n'atterrit pas à la bonne place. Là, pouf, les deux pieds à bonne place, la table pète. C'est super bien fait. Excellent. Ensuite, il y a un kick-out là-dessus parce que tout est kick-out dans ce match-là. Le bout de bois brûlé a eu un gros pop. Ah oui. Ça m'a fait beaucoup rire ce bout-là. Avec des coups dans le front d'Hangman qui fait comme « Je don't sell ça me dérange pas, t'as les bouts de bois dans C'était bien aussi pour le storytelling. J'ai bien aimé ça, ce bout de bois-là. Beau callback. Un moment où on pitch Hangman à travers, genre, entre la corde et la cage. Et là, il y a un house call. Non, il y a un house call derrière la chaise qui rentre direct dans la cage. Ça lookait. Le côté de la caméra était très bien fait là-dessus. Bravo. Mais il a été lancé 3 fois, là, Hangman, dans la cage. Une fois, il a comme roulé. Une fois, il a plié. Puis une fois, il y a eu le house call. La cage a quand même été bien utilisée parce qu'elle était là, on s'entend. Et le spot final qui nous a apporté à la fin, c'est une seringue, une aiguille que Hangman a passé au travers de la joue de Swerve. J'ai pas pu le regarder. C'était pour toi, ça, qui avait fait ça. Les gens qui aiment pas les aiguilles. Ben, c'est pas que les aiguilles me dérangent pas. Les prises de sang, tout ça, ça me dérange pas. Mais de voir visuellement ça, pas super beau. Ensuite, un coup de chaise directement dans la face. Un gros chair shot. Chaise gimmick, c'est pas sur remarqué, c'est un peu subtil, mais il y avait un petit collant, un point rose en dessous d'une des deux pattes de la chaise, j'ai remarqué ça. Ce qui indique, vu qu'il y a un peu un spot différent sur la chaise, de faire comme cette chaise-là gimmick, inquiétez-vous pas, c'est une genre de panne d'aluminium. Maxime, tu connais ça, les pannes d'aluminium d'en face, qui a été mis à la place du bout de bois ou de métal rigide. Fait que techniquement, c'est quand même très très dangereux ce genre de spot là, mais techniquement ça ne fait pas mal. Et Hangman qui gagne par KO parce qu'il a mis KO Swerve. Fait qu'on est, mais bien exécuté quand même avec tout ça, parce qu'on pourrait croire que c'était une vraie chaise. Moi j'avais pas vu le petit collant, puis j'avais des doutes sur c'était un vrai chair shot qu'on vient de voir. Je suis content de savoir qu'il était plus gimmicky parce que c'est pas quelque chose qu'on veut voir nécessairement. Ça donne des commotions cérébrales. On l'a réussi à Blood and Guts quand Darby l'a mangé, puis je pense qu'on l'a répété. Mais en tout cas, bien fait parce que ça lookait, puis la fin, ça justifie aussi l'arrêt du match un peu, là, d'avoir quelque chose qui est comme illégal. Puis le fait aussi que c'est unsanctioned, ben ça fait c'est un mouvement qu'on n'a pas le droit de voir dans la lutte. Il est banni maintenant, mais là, vu que c'est un sanction, ils l'ont fait, puis ça leur appartient. Ben, c'est ça, Est-ce que c'est la fin de la rivalité? Peut-être. Je sais pas, je me suis mis ça dans... Parce qu'à la fin, tu sais, t'as comme Hangman qui a un beau sell, là, de comme, il est fou, puis il est comme, je continue-tu, je reviens-tu? Non, mais quand il monte sa rampe, il est comme, tu sais, il était comme juste Swerve qui vend, qui est mort à terre, puis Hangman qui est comme, hésite à peut-être retourner le bat, mais comme, non, c'est bon. Tu sais, j'ai-tu été trop loin? En tout cas, le acting de Hangman là-dessus, c'était vraiment bon.
J'aimais ce qu'il nous racontait à travers ses yeux, à travers son regard. Parce qu'il était comme. Il était comme fou. Il réalisait pas qu'est-ce qu'il venait de faire, qu'est-ce qu'on vivait. Il savait pas s'il en avait fait assez ou pas assez. Puis finalement, ok, non, j'en ai fait assez. Fait que j'espère que c'est la fin provisoire de cette rivalité-là. Peut-être on aura un autre chapitre dans un an, peut-être. Ouais, c'est ça. On le met sur le back burner, on le met sur la glace pour le moment et on y reviendra dans 1 an, 6 mois. Moi, j'aimerais ça 1 an, une bonne année où les deux se touchent pas, se parlent pas, se voient pas. Les deux évoluent dans les personnages et on se rejoint dans le milieu à un moment donné, dans 8 mois, 1 an, pour un autre round. Ça devient 2-2 et que un moment donné, on ait vraiment la finale, à savoir qui est le grand champion. Vraiment. Puis, en tout cas, un excellent match aussi qui a été bien raconté. Swerve qui, dans son. Mettons, d'après moi, on l'avait collé. D'après moi, ça va être une porte ouverte pour aller faire des dodos pour Swerve. Ce match-là. D'après moi, il va peut-être partir en vacances. Ouais, je pense que oui. Il le mérite, là. Il le mérite vraiment. Mais tout son run, à partir de quand il devient champion, au niveau in-ring, c'était vraiment très bon. Moi, j'ai pas tant apprécié le booking, mais lui, il exécute le booking qui lui est dit. Moi, je l'aurais vendu... L'évolution du personnage n'était pas claire, moi c'est ce que j'ai pas aimé. Mais je l'aurais vendu plus fort, peut-être l'évolution du personnage n'était pas claire. Au niveau du booking, j'ai peut-être des points à noter, mais c'est pas de sa faute, lui il applique. Ouais. Au niveau de lui, sa performance à lui, le in-ring, les matchs qu'il a fait, très 100%. Très bon tout le long. Un sans faute. Et ça se termine là-dessus, qui était également un excellent match. Le niveau d'acteur que Swerve a eu également, je pensais pas qu'il y avait qui était aussi bon acteur que ça. À plein de niveaux pour seller, pour vendre le fait qu'il est un peu fou, qui est affaibli ou qui est fort dans les matchs. J'ai vraiment, vraiment apprécié cette run-là de champion qui se termine, même s'il avait déjà perdu la ceinture au dernier match. Je pense qu'elle se termine à ce moment-là. Et à voir si Hangman s'enligne peut-être vers l'autre ceinture, vers la ceinture plus grosse. Il est dans l'équipe de D-Lee, il y a de quoi avec le Moxley. On va voir. Après moi, Moxley va avoir son chemin avant, mais peut-être après. Je pense qu'on marque vraiment à gros traits une coupure entre avant All Out et All In-ish, là, et après, où tout le monde s'en va un peu dans des chemins différents de ce qu'on voyait là, des nouvelles storylines, des nouveaux personnages un peu, surtout sur tout ce qui est au top de la carte. Fait que j'haïs pas ça, mais j'ai hâte de voir ce qui va être fait là, cet automne avec All Elite. J'espère que le booking va être bon, j'espère que le booking va être mieux, il va faire plus de sens, et que les histoires seront pas juste garochées comme ça. J'espère que c'est vers ça qu'on s'enligne et qu'on a eu un 6 mois un peu plus brouillon du côté d'All-Elite pour être capable de donner quelque chose de meilleure qualité dans ce qui s'en vient, surtout avec toutes les grosses moves que la WWE fait de l'autre bord. Va falloir qu'ils suivent s'ils veulent rester vivants. On s'entend, les camps ont infini de money, d'argent, fait que s'ils décident de rester vivants, ils vont rester vivants. Bref, j'espère que la lutte va être bonne. Yes, puis c'est ce qui termine ce pay-per-view All Out. J'ai préféré All Out, moi, à All In. Ouais, je suis d'accord. Une fois cette année. Ouais. J'ai trouvé un tantinet mieux construit et même s'il y avait rien qu'à côté Bryan contre Swerve. Ouais. Mais peut-être Pac contre Ospreay. Mais différent. Mais c'est ça, différent. Le storyline était tellement bon entre Bryan et Swerve que je préférais quand même ce match-là. C'est ça. Mais la lutte en général a été très bonne et ce qui a été décevant, ça a été décevant beaucoup à cause du booking et du manque de construction. Et un tantinet pour monnaie pour le in-ring aussi. Et j'ai fait une petite révision parce que là, je me suis rappelé qu'il y avait du verre qui a été utilisé dans ce match-là entre Swerve et Hangman. Ce qui fait que le pointage a changé. C'est Elisabeth qui est maintenant première, toute seule. Jason deuxième à 55, il dit. Jason toute seule en deuxième position à 53. Et toi, t'as perdu ta troisième place. Non. Pour moi, j'ai gagné la troisième place à 52 points. Toi, t'es à 51. Fait que je suis sur le podium, pas toi. Fait que mange ça, prends ça dans ta pipe. Tout ça à cause qu'on a utilisé de la vitre que j'avais oublié. Fait que bravo pour la vitre qui me donne cette victoire-là. Tu vois, ça tient à pas grand-chose, la victoire d'un booking pour les sommeliers de la lutte. Et vous, si vous voulez participer au prochain, ça va être lors du pay-per-view Bad Blood, mauvais sang de la WWE, qui est dans quelques semaines, fin septembre. Donc, vous pouvez nous écrire et participer à ce questionnaire-là lorsqu'il y aura tout le build-up. Suivez également, comme toujours, les sommeliers. Là, Pierre est fâché. Pierre est fâché là, parce qu'il n'est pas sur le podium. Mais suivez-nous, comme toujours, différentes plateformes. Toujours un plaisir de vous lire. Faites des commentaires, likez.
Et Vous on autres, se vous aime. revoit. Maxime, non, mais vous autres oui. Ah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et on se revoit, l'épisode 81, où on va faire un retour sur les semaines qu'on a manqué de lutte. Beaucoup de lutte à revoir. On a nos 3 prochains épisodes. Là, la prochaine semaine, ça va être retour sur la lutte. Ça va être un peu bizarre parce qu'on va revenir sur la lutte qu'on a déjà vue et qu'on a déjà un peu couvert parce qu'on vient de passer au travers de 3 pay-per-view. On va se concentrer vraiment sur le in-ring, peut-être moins sur les storylines, oui, mais plus sur ce qui s'est passé entre les 4 coins. Fait que ça va ressembler à ça pour les prochaines semaines. Merci de nous suivre encore. Fuck you Max, mais merci tout le monde de nous suivre. Et c'était Max Supérieur ainsi que le gars qui est pas content pour les sommets des planètes. Ciao, tout le monde.